Bonsoir à tous. Merci d'être présents en grand nombre ce soir. On est heureux de vous présenter cette table ronde que nous avons voulu à l'image des différentes disciplines du département d'histoire de l'Université Laval. Afin de profiter pleinement de cet événement, je cède immédiatement la parole à Mme Françoise Guenette, qui nous a fait l'honneur d'accepter de présider cette table ronde ce soir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Rosalie. Alors, c'est un plaisir, plus qu'un honneur, enfin pour moi. Donc, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui ouvre le 13e colloque international des étudiants des 2e et 3e cycles du département d'histoire de l'Université Laval, où j'ai moi-même étudié à la fin du siècle dernier, en fait, il y a très longtemps, dans les années 70. Alors, alors le sujet de cette table ronde, vous le savez, on se pose une grande question: est-ce que cette nouvelle loi sur le patrimoine culturel québécois est vraiment un outil du 21e siècle? Alors, depuis octobre dernier, la loi sur le patrimoine culturel a remplacé l'ancienne loi sur les biens culturels en entraînant plusieurs changements qui vont modifier vos pratiques professionnelles, sinon nos vies à tous et à toutes. La notion de patrimoine englobe dorénavant les personnages historiques décédés, les lieux et les événements historiques, les documents, les immeubles, les objets et les sites patrimoniaux, mais également les paysages culturels patrimoniaux, de même que le patrimoine immatériel. Tout cela, bien sûr, rejoint les différentes disciplines du département d'histoire, soit l'histoire elle-même, l'histoire de l'art, l'archéologie, l'archivistique, l'ethnologie, le patrimoine et la muséologie. Mais quel sera vraiment l'impact de la loi sur vos objets d'études et sur l'actualité? Alors, c'est l'objectif de cette table ronde, mieux comprendre la loi sur le patrimoine culturel et ses retombées. 5 invités devant vous pour réfléchir ensemble et avec vous pendant la période d'échange. Vous entendrez successivement Mme Karine Laviolette, conseillère au ministère de la Culture et des Communications, M. Patrice Groux, chargé d'enseignement au département d'histoire de l'Université Laval, M. Laurier Turgeon, professeur d'ethnologie à Laval, Mme Marie-Josée Deschaines, architecte et consultante en patrimoine, et enfin M. William Moss, archéologue principal à la Ville de Québec. Alors, chaque intervenant, et je les remercie tout de suite d'être avec nous ce soir, aura 10 minutes pour répondre à 3 questions. Alors, c'est déjà un défi, et tout de suite, je vous donne les 3 questions qu'on leur avait posées. D'abord, est-ce que la loi sur le patrimoine culturel est un outil adéquat pour permettre une meilleure connaissance, mais aussi la protection et la mise en valeur du patrimoine? Deuxième question, sur les municipalités. Est-ce que les municipalités seront en mesure de prendre les dispositions légales sur le patrimoine culturel québécois? Et enfin, est-ce qu'elles possèdent les connaissances pertinentes à la conservation des patrimoines significatifs? Troisième question, sur les processus. Est-ce que, puisque la loi élargit la notion de patrimoine, quels processus pourront assurer une véritable protection du patrimoine culturel québécois, davantage que la désignation et le classement? Que prévoit vraiment la loi à cet égard? Alors, 3 grandes questions, et je vous le rappelle, 5 interventions de 10 minutes, suivies d'une période d'échange. Dans un premier temps, Karine Laviolette, qui est docteur en ethnologie et qui est conseillère à la direction du patrimoine et de la muséologie du ministère de la Culture et des Communications. Elle a été membre du comité d'experts formé pour réviser l'ancienne loi sur les biens culturels. Elle a été de l'équipe d'analystes du projet de loi. Et en 2011, elle a coordonné les travaux entourant l'étude détaillée du projet de loi à l'Assemblée nationale. Et ensuite, elle a elle-même offert au personnel du ministère et à des partenaires externes une série de formations sur la loi et son application. Elle est par ailleurs au ministère la responsable du patrimoine immatériel. Voilà pourquoi c'est elle qui lance le bal ce soir. Madame Laviolette. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Je me réjouis de l'intérêt qui est porté au patrimoine culturel en général et en particulier dans le contexte de l'entrée en vigueur récente d'une toute nouvelle loi sur le patrimoine culturel. Je vais essayer de répondre aux 3 questions et sous-questions dans le temps qui m'est imparti, donc dans les 10 prochaines minutes. Je vais faire mon possible, on pourra échanger par la suite s'il y a des précisions à apporter. Alors, pour ce qui concerne la question de savoir si la loi sur le patrimoine culturel est-elle un outil adéquat pour permettre une meilleure connaissance, une protection et une mise en valeur du patrimoine culturel. À cette question, je répondrai que la loi est en effet un outil tout à fait adéquat puisque c'est son objet, c'est sa finalité, c'est sa raison d'être.
C'est énoncé sans détour dans l'article 1 de cette loi qui compte 265 articles. Donc, le premier article énonce d'entrée de jeu que la loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel. Donc, toutes les actions qui sont posées en vertu de cette loi doivent être faites dans cet objectif-là. On vise à atteindre ces objectifs de connaissance, de protection, de mise en valeur et de transmission. Donc, c'est un tout. Le premier article énonce aussi que toute action entreprise en vertu de la loi doit être faite dans l'intérêt public. Alors, cette notion d'intérêt public à l'article 1 est importante puisque toutes les actions qui sont posées là doivent viser l'intérêt de toute la collectivité. Donc, par opposition un peu à ce qui pourrait avantager des individus, des particuliers. Donc, lorsqu'on agit en vertu de la loi, on doit le faire dans l'intérêt public. Donc, ça rejoint finalement les objectifs de connaissance, de mise en valeur, de protection et de transmission. Bien entendu, si toutes les dispositions de la loi visent ces objectifs, la loi en elle-même est un outil formidable et adéquat, comme je le disais, mais ne peut agir seule. C'est-à-dire qu'une loi, c'est formidable, mais il faut toute une série d'actions et de personnes pour que ça soit mis en œuvre et pour que ça soit appliqué. Donc, ça prend des citoyens qui vont adhérer finalement au principe de protection du patrimoine. Là, je vais parler de protection, mais ça englobe la connaissance qui mène à la protection et qui mène ensuite à la mise en valeur et ultimement à la transmission donc, de tous les éléments du patrimoine culturel. Ça prend des organismes qui sont vigilants, qui sont actifs et qui sont engagés en faveur du patrimoine culturel. Ça prend des propriétaires qui sont responsables. Ça prend des chercheurs qui s'y intéressent. Ça prend des municipalités qui vont reconnaître la valeur du patrimoine culturel pour leur communauté et qui ont une volonté de protéger ce patrimoine. Ça prend des autorités publiques qui savent que c'est dans l'intérêt public, justement, de protéger le patrimoine. Et parfois, ça prend aussi un courage politique, dans certains cas. Donc, ça prend tout un ensemble de facteurs, de personnes, d'actions pour qu'on puisse assurer la transmission du patrimoine culturel aux générations futures. Ça prend tout ça, et ça prend aussi d'autres lois. Prenons notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Elle joue un rôle déterminant pour ce qui concerne le patrimoine culturel sur le territoire québécois. Donc, il n'y a pas que la loi sur le patrimoine culturel qui est déterminante dans certaines décisions qui se prennent, dans certaines actions qui sont faites à l'échelle du Québec. Donc, par exemple, cette loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit des schémas d'aménagement qui sont obligatoires pour les MRC, dans lesquels ou avec lesquels il y a des plans d'urbanisme qui peuvent en découler. Ces plans d'urbanisme identifient des zones d'intérêt patrimonial. Il y a des interventions en architecture qui vont être déterminées par tous ces outils qui ont été mis en place en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, tout ça pour vous dire que ça prend un ensemble de choses. Et que la loi sur le patrimoine culturel seule n'est pas la réponse à tout, mais elle est un outil intéressant qui inclut maintenant de belles nouveautés qu'on va pouvoir mieux mesurer, dont on va pouvoir mieux mesurer la portée dans les années à venir. Alors, je vais enchaîner avec la question 2, mais j'ai déjà plusieurs minutes de passer. Donc, les municipalités seront-elles en mesure de prendre des dispositions légales sur le patrimoine culturel québécois? C'est ce qui était posé. Et dans un deuxième temps, on se questionnait sur les connaissances. Est-ce qu'elles possèdent, ces municipalités, les connaissances pertinentes à la conservation des patrimoines significatifs? En fait, depuis 1985, les municipalités ont le pouvoir de protéger des immeubles et des sites patrimoniaux. Donc, elles sont en mesure de prendre des dispositions légales pour protéger leur patrimoine culturel. Plusieurs d'entre elles ont exercé ces pouvoirs, ce pouvoir de citation depuis toutes ces années, depuis 1985, alors qu'on a adopté des amendements à la loi sur les biens culturels pour accorder aux municipalités des pouvoirs d'intervention qu'elles avaient réclamés. Donc,
Elles sont aussi nombreuses, les municipalités, à avoir inscrit des actions en faveur de la protection de leur patrimoine culturel dans des ententes de développement culturel, par exemple, qui sont signées avec le ministère. Donc, dans ce contexte-là, il y a bien des municipalités qui ont financé des études patrimoniales, des inventaires, qui ont financé des fouilles archéologiques, qui ont soutenu la mise en place de certains outils de gestion, certains outils de diffusion du patrimoine culturel. Donc, elles sont actives et elles possèdent ce qu'il faut légalement pour pouvoir agir. Et elles ont généralement, pour faire des études, des inventaires, etc., elles ont généralement, bien entendu, engagé des professionnels en patrimoine pour arriver à leur fin, parce qu'elles n'ont pas toutes les ressources humaines nécessaires pour mener à bien différents projets. Bon, bien sûr, ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont exercé des pouvoirs en vertu de la loi sur les biens culturels, avant cette nouvelle loi sur le patrimoine culturel. Et maintenant, elles sont nombreuses quand même à l'avoir fait, donc on poursuit les échanges avec les municipalités, les MRC, pour vraiment sensibiliser les autorités publiques à mener des actions en faveur du patrimoine culturel. Il y a bien des municipalités qui ont exprimé, notamment en commission parlementaire, le désir et la volonté d'en faire davantage. Il y en a qui ne sont pas tellement intéressés à soutenir des projets en patrimoine, mais il y en a plusieurs qui ont fait valoir leur intérêt pour faire plus. Alors, elles ont maintenant, avec la loi sur le patrimoine culturel, de nouveaux pouvoirs, comme celui de citer des intérieurs d'immeubles patrimoniaux, ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Elles ne pouvaient citer que les enveloppes extérieures. Elles peuvent désormais citer des objets ou des documents patrimoniaux qui leur appartiennent. Donc, elles ont plus de mesures maintenant, elles ont plus de pouvoir d'intervenir en faveur de leur patrimoine culturel. Et elles le font de façon indépendante. Elles prennent les décisions elles-mêmes, sans que le ministère intervienne, c'est ce que je veux dire. Elles exercent des pouvoirs en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, je tiens quand même à préciser, parce que dans la sous-question qu'il y avait, il y avait une question de propriétaire, de biens classés, le rôle des municipalités auprès de ces propriétaires-là. En fait, je tiens à préciser qu'il n'est pas question ici, avec la loi sur le patrimoine culturel, de donner plus d'obligations ou de responsabilités aux municipalités. La nuance est importante. On parle de plus de pouvoir. Bien sûr, lorsqu'on exerce des pouvoirs, ça peut entraîner certaines responsabilités, on assume, mais la loi en tant que telle n'impose aucune nouvelle forme de responsabilité ou d'obligation pour ce qui concerne les municipalités. Il n'y a pas de transfert ou de délégation de pouvoir ou de responsabilités qui sont faites. Alors ça, c'est une nuance, c'est quand même très important. Le ministère s'occupe des biens qui ont un statut de classement et il gère aussi les autorisations de travaux dans les sites patrimoniaux qui sont déclarés par le gouvernement. Et il va toujours continuer de le faire. Donc, oui. Donc, tout ça pour dire que le ministère assume ses responsabilités pour ce qui concerne les biens classés. Donc, c'est lui qui va continuer d'être en relation avec les propriétaires de biens classés. Et non pas les municipalités qui auront le fardeau, si on veut, de surveiller les interventions que les propriétaires peuvent faire sur leur bien. C'est une chose. Donc, juste pour conclure la question des municipalités, ça fait donc plus de 25 ans que les municipalités sont en mesure de prendre des dispositions légales pour protéger leur patrimoine, puis ils sont souvent mieux placés que le ministère, par exemple, pour le faire. Les patrimoines qui sont dits significatifs, on s'entend maintenant pour dire que la participation citoyenne, elle est désormais partie prenante du processus de patrimonialisation. Donc, il n'appartient pas seulement aux experts en patrimoine de déterminer ce qu'il y a une valeur patrimoniale ou non. Dans le cas de la désignation d'un paysage culturel, par exemple, ou dans le cas de la désignation d'un élément du patrimoine immatériel, la communauté, la participation de la communauté à l'identification des éléments de son patrimoine culturel est même une exigence légale. Donc, on ne peut plus travailler en vase clos sans tenir compte de la communauté dans bien des domaines.
Et qui est le plus près de la communauté, généralement, c'est la municipalité, les autorités locales. Et terminé! Je n'ai pas abordé la question 3, mais... Avez-vous autre chose à dire? On doit y revenir dans la période d'échange tout à l'heure, sur les nouvelles mesures, peut-être. En fait, la question 3 avait comme 3 éléments, et puis j'avais seulement l'intention de clarifier un peu la distinction entre les statuts de valorisation et les statuts de protection, puisque c'est une nuance importante, mais je pourrais peut-être y revenir après la présentation de collègues. Parfait. D'accord, merci beaucoup. Alors, tout de suite, je vais demander à M. Patrice Gros d'enchaîner. Je vous le présente. Il est lui aussi docteur, mais en histoire, chargé d'enseignement et directeur associé du bac intégré en sciences historiques et études patrimoniales à l'Université Laval. Il est consultant en histoire et en muséologie. Il s'intéresse entre autres à la commémoration et à la patrimonialisation, de même qu'à l'historiographie du Québec. Il a publié plusieurs textes et ouvrages, dont Piège de la mémoire, de l'art des Ormeaux, les Amérindiens et nous, gagnant en 1998 de plusieurs prix. Il poursuit l'écriture d'une biographie de François-Xavier Garneau et il a collaboré à plusieurs expositions, dont au Musée de la civilisation, Le Temps des Québécois. Patrice Gros, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, bonjour, merci. Alors d'abord, je veux dire que je suis heureux d'être ici. Heureux d'être ici parce que je suis avec dans une bonne vieille habitude de participer aux travaux d'artefacts et l'intérêt de participer au colloque, c'est d'apprendre ce qui se fait de neuf et les axes que prennent les recherches. Le thème d'aujourd'hui va nous permettre de réfléchir sur un des cadres de la recherche appliquée et sur les débouchés qui s'offrent aux diplômés de nos disciplines. Donc c'est intéressant. Vous voyez mon intervention comme des observations qui ne remettent pas en question ce qui a été fait jusqu'à présent en matière patrimoniale, mais où je vais soulever un certain nombre d'insuffisances, peut-être ceci en but de faire le point. Alors la première question, c'est la loi sur le patrimoine culturel est un outil adéquat, etc. Ma réponse sera que ce n'est pas l'outil le plus adéquat. C'est un outil parmi d'autres et on doit en comprendre l'utilité. Et la raison en est parce que c'est un outil de dernier recours, à mon avis. C'est presque une mesure d'exception, en fait, dans un système juridique qui est axé sur la propriété privée. Au sens premier et juridique du terme, le patrimoine, c'est une certaine quantité de biens détenus par un individu ou une collectivité. C'est ce qui nous détermine dans le Code civil. L'article 1 et l'article 2 nous définit notre identité et elle est définie avec le patrimoine. Donc, le patrimoine est lié à son droit ou l'individu est lié à son droit de propriété. Ce patrimoine peut être augmenté, diminué ou divisé. Le patrimoine culturel, plus spécifiquement, c'est le fruit de la volonté de l'État à la suite d'une demande sociale de socialiser en partie des biens privés pour des motifs de mémoire collective. Donc, on voit qu'on est dans un régime d'exception. Et la loi organise cette socialisation. Elle protège certains biens remarquables et remarqués contre l'incurie ou l'incapacité de son propriétaire légal de le faire. C'est un peu à ça qu'elle revient. Elle est l'aboutissement d'une pression sociale pour préserver ces biens remarquables, et c'est pourquoi on y a habituellement recours dans une situation de crise. Ce n'est pas son rôle premier d'en faire plus. Mais ce qui s'est produit avec les années, c'est que cette mesure d'exception a cristallisé les biens protégés en tant que patrimoine inviolable et intouchable. Elle a entraîné la société dans une logique juridique d'identification et de préservation dont il faut, à mon avis, se distancer. Elle ne devrait donc pas attirer toute l'attention, cette loi, mais jouer un rôle parmi d'autres moyens de préservation et de diffusion. Alors, je vais illustrer un peu plus mon propos. La loi ne protège que ce qu'elle prend sous son aile. C'est pourquoi elle ne prend pas la peine, par exemple, de définir le patrimoine, sinon d'une manière un peu tautologique. Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques, je cite là, décédés, de lieux d'événements historiques, de documents, d'immeubles, d'objets, de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel. Mais ce n'est pas une définition. On ne parle en fait que de la forme que peut prendre le patrimoine. On ne fournit pas de critères qualifiants, sinon que le patrimoine reflète l'identité d'une société, je cite, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Le patrimoine peut donc être à peu près n'importe quoi, mais en fait, le raisonnement sous-jacent, c'est que ce qui n'est pas protégé par la loi n'est pas du patrimoine. Et en réalité, ça, le patrimoine immatériel est défini dans la nouvelle loi. Mais c'est parce que, justement, il est une exception par rapport à ce que la loi protège habituellement. Donc, il y a ici une question de notion et de définition qui serait pas inutile, sur laquelle il ne serait pas inutile de revenir. Si on veut connaître des critères, en fait, on peut se rabattre
sur le guide qui a été fait à l'intention des municipalités, où on nomme les valeurs qui peuvent être attribuées au patrimoine. Et on sera un peu vite déçus de ce côté-là. Les valeurs identifiées sont, je cite, archéologiques, architecturales, artistiques, emblématiques, ethnologiques, historiques, identitaires, paysagères, scientifiques, technologiques, urbanistiques. Aucun de ces termes, en fait, ne permet de qualifier une réalité du point de vue de l'objet. Il faudra donc chercher des critères arrière. On catégorise ici à partir des disciplines. Ce ne sont pas des valeurs, ce sont des orientations, en fait, qu'on nous propose vers les disciplines qui, elles, sont habilitées à définir des valeurs. On voit tout de suite, donc, les limites intrinsèques de la loi, mais on voit également le rôle que les disciplines, et en fait, le rôle que vous, étudiants ou maîtrisards et doctorants, là, êtes en train de préparer pour l'avenir. Ce dont on a besoin pour connaître, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel, c'est en fait d'une politique du patrimoine culturel. Et ce n'est pas une nouvelle idée, c'est une idée qui remonte à 1987 qui a été suivie de l'enquête du groupe Conseil Arpin et de son rapport de l'an 2000 qui visait à construire cette politique. Et je reviens là-dessus, pas pour gratter des vieux bobos, mais pour rappeler que cette problématique est encore tout à fait actuelle. Alors, qu'est-ce qu'une politique du patrimoine culturel? Ce n'est pas un inventaire, ce n'est pas un plan d'action, mais comme le dit le rapport Arpin, et je résume ce qu'il dit, c'est une vision stratégique qui rassemble les efforts de tous, qui fixe des orientations, qui se donne des obligations de résultats, qui vise à protéger, entre guillemets, et mettre en valeur les traces de l'intelligence de ceux et de celles qui ont fait l'histoire, donc je cite. Et je préciserai, pour l'État, c'est aussi une obligation de concertation entre les ministères et les organismes parapublics, parce que l'État lui-même doit donner l'exemple et détient lui-même un patrimoine commun. Alors, le ministère n'a pas donné de suite au rapport Arpin, mais j'ai quand même ici une coupure de presse de l'an 2000 où on dit vers une politique gouvernementale d'ici un an, c'est tiré du devoir et vous voyez que c'est utile à être historien, on regarde les vieux papiers et on se rappelle des choses comme ça. Alors, lisez l'article et on trouvera des termes tout à fait actuels. Donc, le ministère n'a pas donné suite au rapport Arpin et a laissé entendre des fois que la refonte de la loi inclurait les principales recommandations du rapport. Je crois qu'il y a un malentendu à ce sujet-là sur les capacités de la loi qui découlent de cette décision et qui est évidemment une décision politique. Une politique du patrimoine, c'est possible. Montréal et Québec en ont confectionné une chacune, ce sont des modèles à suivre. Le patrimoine est aussi encadré, il faut le savoir, par deux autres politiques, qui sont la politique de la culture des années 90 et la politique des musées. Donc, on a des exemples de ce qui existe. En l'absence de politique, en fait, le problème, c'est que s'il n'y a pas de politique, on marche souvent par des coups de cœur, comme on en a vu, par exemple, autour du patrimoine religieux, qui a du corps, qui a des raisons d'exister, mais qui est quand même le résultat d'une décision qui n'a pas nécessairement été mise à plat avec d'autres problématiques. Il y a des progrès avec cette nouvelle loi, parce qu'on a introduit le patrimoine immatériel et des paysages, comme le réclamait le rapport Arpin, justement. On attribue aux communautés autochtones des pouvoirs équivalents à certains pouvoirs municipaux. Ça, c'est nouveau et c'est excellent. On a introduit la désignation de personnages, lieux et événements historiques, mais ce faisant, tout comme au fédéral depuis un siècle, on brouille ici la notion de patrimoine en la mêlant à celle de commémoration. Alors là, il y aura peut-être aussi des ajustements à faire. On a rajeuni, simplifié les statuts, on a donné plus de pouvoir aux municipalités, justement, entre autres par la constitution d'un conseil local du patrimoine. Cependant, dans ce cas, on doit souhaiter que le ministère continue de maintenir ses responsabilités vis-à-vis du patrimoine. Les changements proposés peuvent aussi avoir des conséquences bénéfiques au plan de la recherche dans nos disciplines. Besoin de connaissances en patrimoine immatériel, patrimoine paysager, en personnages, événements historiques, d'où une demande qui devrait se faire en ethnologie, en histoire, en géographie historique, par exemple, avec des contre-coups éventuels en gestion patrimoniale, muséologie et tourisme. Donc, il y a des avantages ici. Besoin d'énonciation de critères, on a vu tantôt. J'ai signalé l'absence de ces critères dans la loi. Et une politique du patrimoine ne changerait rien à cette chose-là, mais ces critères existent. Parfois, ils sont formulés, parfois, ils ne le sont pas. Toujours, ils changent. Et là, oui, les municipalités, en particulier, ont des besoins criants en recherche appliquée. Et on a besoin aussi de compétences polyvalentes, pluri- et interdisciplinaires.
Cependant, la loi elle-même n'est pas en mesure à elle seule d'habiliter la société québécoise à prendre en charge son patrimoine et gardons-nous de croire qu'elle puisse le faire. Je vais passer à la deuxième question. Les municipalités seront-elles en mesure de prendre des dispositions légales? Oui, ça va de soi. Mme Laviolette l'a bien expliqué tantôt. On a même augmenté leur capacité en théorie. Et le ministère a bien prévu le coup avec un guide. Mais il faut voir aussi que sur le terrain, ça peut être une toute autre affaire, et c'est là qu'il serait utile peut-être d'avoir une politique pour donner des orientations et cibler des objectifs. Possèdent-elles, ces municipalités, des connaissances pertinentes à la conservation des patrimoines significatifs? Bien, ça dépend de leur taille. Montréal et Québec ont des compétences en régie, mais limitées. Les autres villes, encore moins. C'est un domaine où on fonctionne essentiellement par contrat ou entente avec des institutions locales comme des musées, sociétés d'histoire et ainsi de suite. La réponse à la question est donc non. Elle ne possède habituellement pas ces connaissances, et là, il y a vraiment des ouvertures pour les recherches appliquées. Mais celles-ci ne peuvent pas se faire dans l'isolement, on doit se développer en réseau. Et retenez-le parce que c'est très important, le réseau, dans le milieu patrimonial. Oui. Est-ce qu'on peut gagner sa vie là-dedans? Alors, j'ai fait une petite enquête dans les statistiques. Grosso modo, en 2008, les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, les établissements du patrimoine au Québec ont payé 131 607 000 en salaire. Le nombre d'emplois était de 5 084, donc un revenu moyen de 25 886 moyen. D'accord? Et là, on considère que le revenu moyen, il faut savoir que le revenu moyen d'un travail salarié, toutes catégories confondues pour cette année-là, c'est autour de 42 000 Donc, il y a différents facteurs qui expliquent ces maigres résultats, parce que c'est maigre, hein? Dont le caractère saisonnier de beaucoup d'emplois. Je vous dirais que les revenus qu'on peut tirer de contrat, parce que je parle par expérience, sont du même ordre. Donc, la clé de la formation ici, c'est la polyvalence. Et il faut comprendre que dans les municipalités, le patrimoine est couplé à d'autres sous-secteurs culturels comme les bibliothèques, ça c'est pas pire, mais souvent aussi les loisirs, c'est-à-dire le hockey, le soccer, etc. Donc, vous voyez un peu le genre de problème dans lequel on peut se retrouver. Et par ailleurs, même si une municipalité se paye un spécialiste en patrimoine, elle ne peut pas s'en payer un par discipline. Alors, il faut faire attention. Il faut donc des personnes polyvalentes, et cela aussi dépend du niveau de service et des échelles salariales. Donc, il y a vraiment un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en considération. Une formation de premier cycle permettra de satisfaire un certain nombre de besoins, et on ira au deuxième cycle pour des expertises plus ciblées. Donc, retenez ça aussi. La loi élargissant, oui. Voilà, je pense que 10 minutes, c'était vraiment passé pour 3 questions. On va dire que c'était parfait pour 2 questions. Ouais. On peut quand même conclure avec ça. Rapidement, heureusement, j'étais fatigué à la fin. Donc, le patrimoine, c'est donc une réalité à géométrie variable. Sa définition a de l'importance. Au sens strict, il ne faut pas laisser de place à l'équivoque, donc on doit faire attention à la définition. Au sens, la question étant, en élargissant que le processus assurera une véritable protection du patrimoine, il n'y a pas de mesures particulières qui peuvent le faire. Je crois que, tout simplement, on doit surveiller ce qui se fait. Personnellement, j'insiste sur la nécessité d'une politique, mais c'est parce que j'aimerais... Voilà. Merci beaucoup, M. Gros. Vous y reviendrez tout à l'heure, j'espère, pendant la discussion. Alors, écoutez, je vais demander à M. Laurier-Turgeon de poursuivre. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Il est professeur d'ethnologie et d'histoire et directeur de l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval. Il est souvent invité à l'étranger comme professeur ou conférencier à Harvard comme à la Sorbonne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité. J'en cite un ou deux. Patrimoine métissé, contextes coloniaux et post-coloniaux, qui obtenait le prix Luc Lacourcière pour le meilleur livre publié en ethnologie en Amérique française, ou encore le patrimoine religieux du Québec entre le culturel et le culturel, j'ai une erreur de frappe, je m'excuse. Il co-dirige actuellement avec Yves Bergeron l'encyclopédie en ligne du patrimoine culturel de l'Amérique française, dont le site web obtenait en 2011 un prix pour la qualité, justement, de l'Office de la langue française. Alors, M. Turgeon, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci. Je vais essayer de me rendre jusqu'au bout. Là. Je suis un petit peu inquiet parce que 10 minutes, c'est vraiment très court. Bon, alors, je voulais d'abord
remercier les étudiants d'avoir organisé cette table ronde et puis de m'avoir invité. Je crois sincèrement que c'est très important et utile de discuter de cette nouvelle loi parce que je pense sincèrement qu'elle est importante et puis qu'elle aura un impact pas juste sur le patrimoine, mais sur nos vies sociales. Alors, pour répondre à la première question, je dirais que dans mon esprit, il n'y a pas de doute qu'il existe une réelle volonté de renouveler plusieurs aspects et d'élargir considérablement les moyens, les domaines du patrimoine dans cette loi. Et ceci par rapport à la loi précédente, qui est celle des biens culturels de 1972, et d'adapter aux besoins de la société québécoise d'aujourd'hui. De mon point de vue, l'innovation la plus importante est d'avoir étendu la définition du patrimoine culturel aux éléments dits immatériels, tels que le patrimoine immatériel lui-même, mais aussi les personnages, les événements et les lieux historiques, et qui viennent, comme vous le savez, je pense, s'ajouter aux éléments matériels du patrimoine qui étaient déjà bien définis dans l'ancienne loi, c'est-à-dire les sites, les bâtiments, les paysages culturels, les objets matériels, etc. Cette loi innovatrice contribue à mettre le Québec, je pense, à l'avant-garde des autres législations nationales et même internationales en matière de patrimoine culturel. Il y a, à ma connaissance, encore peu de pays dans le monde qui ont élargi autant que le Québec la définition du patrimoine pour inclure justement les sites, les bâtiments, les paysages culturels, les personnages, les événements historiques et le patrimoine culturel immatériel. L'inclusion des éléments immatériels permet d'avoir une vision plus large, intégrée et riche du patrimoine. En plus d'ouvrir le patrimoine à un champ jusqu'ici non reconnu officiellement, je pense aux récits oraux, aux pratiques, les différentes pratiques culturelles, les fêtes, les festivals, les rites, les rituels, la chanson, la musique et la danse, le patrimoine immatériel enrichit considérablement notre conception, notre perception et aussi notre pratique du patrimoine matériel lui-même. D'une part, la sauvegarde et la transmission des savoir-faire traditionnels dans le domaine, par exemple, de la construction, sont essentiels à l'entretien et à la restauration des bâtiments patrimoniaux. Or, plusieurs métiers traditionnels du bâtiment sont aujourd'hui menacés, notamment à Québec et dans la région de Québec, faute de reconnaissance et de soutien de l'État. Il en va de même pour les objets artisanaux et les objets d'art traditionnels. D'autre part, au niveau de la production de sens, c'est le patrimoine immatériel qui donne sens souvent au patrimoine matériel, en révélant par exemple sa signification, ainsi que sa valeur d'usage. La connaissance de la mémoire, de la représentation et de la valeur d'usage social d'un site, d'un bâtiment ou d'une œuvre artistique accroît considérablement sa signification et sa valeur patrimoniale. La loi va bien au-delà d'une simple protection du patrimoine culturel. Elle vise à favoriser aussi, et ça revient continuellement dans le texte de loi, la connaissance, la mise en valeur et la transmission. Surtout, plutôt que de simplement protéger le patrimoine et de le considérer comme un produit, ce qui contribue souvent à le figer, la loi, en insistant aussi sur la connaissance, la mise en valeur et la transmission, envisage le patrimoine comme un processus dynamique de transformation. D'ailleurs, dans la définition du patrimoine immatériel, on précise qu'il est, et je cite, transmis de génération en génération et recréé en permanence. Pour répondre à la deuxième question concernant les municipalités, je pense que la loi exprime une volonté claire d'accroître la participation et la responsabilité des municipalités, notamment par la création de conseils locaux du patrimoine, la possibilité d'identifier le patrimoine culturel immatériel et de citer les biens patrimoniaux de la municipalité, de faire aussi des inventaires et d'établir des registres de leur patrimoine qui permet aux citoyens de la municipalité de jouer un rôle plus actif dans la protection et la mise en valeur du patrimoine. On ne peut que s'en réjouir. Cependant, la loi
Enfin, d'après ce que j'ai compris, du moins, de la loi et puis de la position du ministère de la Culture actuellement, ne compte pas offrir de moyens financiers supplémentaires aux municipalités. Il les incite à financer ces opérations dans le cadre des ententes de développement culturel qui existent déjà. On peut cependant se demander si les municipalités auront réellement les moyens de financer ces activités et de payer les experts nécessaires pour les gérer. Bon, c'est comme l'a dit mon collègue, les grandes municipalités comme Québec, Montréal et même les villes moyennes comme Trois-Rivières, Chicoutimi, Gatineau, etc., ont davantage de moyens et peuvent peut-être le faire, alors que les plus petites municipalités risquent d'avoir plus de mal à faire cela. Bon, à ma connaissance, et comme l'a souligné Karine Laverette, les municipalités avaient déjà le droit de citer des biens culturels dans la loi précédente, ceci depuis 1985, mais à ma connaissance, cette pratique n'était pas très répandue. Je dirais aussi que lorsque j'ai participé à la présentation des mémoires devant la Commission de la Culture, j'ai senti qu'il y avait surtout de la part des petites municipalités une préoccupation, et c'était une préoccupation, celle de financer finalement ces activités de classement, de citation, etc., de mettre en registre ayant valeur le patrimoine. Donc, je pense que là, il y a un risque, je pense qu'il y a là, il pourrait y avoir des problèmes. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas absolument convaincu que les municipalités vont pouvoir prendre aussi facilement en charge leur patrimoine matériel et immatériel. En troisième lieu, pour répondre à la troisième question, je dirais que bien que la loi fasse preuve d'une grande ouverture et embrasse plusieurs patrimoines, elle ne leur réserve pas le même traitement. Le patrimoine bâti et matériel, ainsi que les paysages culturels, jouissent, à mon avis, d'un statut qui possède des moyens, jouissent d'un statut supérieur et possèdent des moyens supérieurs aussi par rapport au patrimoine dit immatériel. Pour le patrimoine matériel, par exemple, la loi demande des plans de conservation et offre visiblement des moyens financiers supérieurs pour la protection et la mise en valeur. Il est significatif aussi que l'on utilise dans le texte de loi des mots comme classé, déclaré, cité pour désigner la reconnaissance du patrimoine bâti, alors que le patrimoine culturel immatériel est simplement désigné, c'est le terme qu'on utilise par exemple pour la province ou pour le ministère, et identifié dans le cadre des municipalités. Je crains ici que la loi va contribuer à hiérarchiser les patrimoines et de créer finalement une situation où on va avoir des patrimoines qui vont fonctionner à deux vitesses. Je trouve regrettable aussi que le développement durable ne soit pas exploité par la loi, car il s'agit là d'un des grands enjeux du XXIe siècle. Si le développement durable est évoqué dans l'article 1 du projet de loi et identifié comme un quasi-objectif, les moyens pour atteindre cet objectif ne sont jamais explicités. Les principes du développement durable ne sont pas expliqués clairement dans la loi et celui-ci n'est pas un élément contraignant. Il est simplement exprimé un peu comme un peu pieux. Je trouve ça un petit peu regrettable car il y avait là une occasion manquée d'intégrer de manière plus contraignante le développement durable dans la culture et de faire du patrimoine un élément actif du développement durable. Il est vrai que le gouvernement du Québec a adopté l'an dernier l'agenda 21 pour la culture, qui renferme et fait la promotion des principes du développement durable, mais ce document n'est pas contraignant. On peut espérer cependant que dans les plans de conservation du patrimoine, le ministère de la Culture demandera, peut-être avec le temps et à la suite de pression de la population, d'inscrire les principes du développement durable dans ces plans de conservation et de protection. Je vais donner l'exemple de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a été adoptée par l'UNESCO en 2003. Dans la définition du patrimoine culturel immatériel dans cette convention,
le développement durable est compris, est évoqué à la fin de la définition. Et jusqu'à récemment, personne ne faisait beaucoup cas de ça, on ne parlait pas beaucoup de développement durable, c'était pas un critère de réception ou de classement des aliments là, sur les listes. Mais depuis l'automne 2011, lors de la rencontre à Bali, le secrétariat de la Convention a décidé de faire intervenir le développement durable comme un critère de sélection sur les listes. Et donc, c'est là une preuve on voit là comment, dans la pratique, finalement, les choses peuvent évoluer. Alors, pour conclure, je dirais que cette loi ouvre... j'ai encore une minute, ok. Alors, pour conclure, je dirais que cette loi ouvre des perspectives et des opportunités pour les étudiants de notre département, qui s'appelle désormais le département des sciences historiques et non plus d'histoire, dans la mesure où notre département regroupe 6 disciplines et 2 programmes en plus qui offrent des formations transversales en patrimoine. Je pense au bac en ethnologie et en patrimoine et celui des sciences historiques et des études patrimoniales. Je pense que le département est très bien armé pour former des étudiants dans tous les champs du patrimoine couvert par la loi. Le patrimoine architectural, archéologique, historique, ethnologique et immatériel. À ma connaissance, il s'agit d'un des rares départements, sinon le seul au Québec, capable d'offrir une formation qui couvre pratiquement tous les champs du patrimoine qui est exprimé par cette loi. En deuxième lieu, cette loi novatrice possède, je pense, un réel pouvoir de transformation de la société québécoise. Je suis un petit peu plus optimiste que mon collègue Patrice, peut-être trop, mais j'y crois, parce qu'elle donne la possibilité de mettre le patrimoine culturel, défini ici comme un processus dynamique de transmission, au service du renforcement de la cohésion sociale, de la revitalisation culturelle, du renouvellement de l'espoir dans l'avenir et d'un développement durable de la société. Mais pour ce faire, les citoyens devront s'approprier la loi, l'exploiter et d'en faire un agent actif de leur développement. Il s'agit d'un simple outil juridique qui, s'il n'est pas utilisé, pourrait même tomber en désuétude ou rester lettre morte. Un usage actif et constructif de la loi permettra non seulement de l'exploiter pleinement, mais aussi de l'enrichir éventuellement par l'ajout de modifications, de règlements, de programmes et de politiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Turgeon. Alors, on poursuit tout de suite avec la 4e intervenante, Mme Marie-Josée Deschênes, qui est membre de l'Ordre des architectes du Québec et qui a fondé en 2006 sa propre firme d'architecte après avoir acquis une expérience très diversifiée en architecture et en patrimoine, à la ville de Bécomo, par exemple, auprès de firmes d'architectes privés et à la Commission de capitale nationale du Québec. Marie-Josée Deschênes s'est associée ensuite à Martin Dubois, l'un des profs de Laval, dans l'une des principales firmes québécoises de consultants en patrimoine, Patri Arch. Elle s'intéresse entre autres à la gestion des sites patrimoniaux, à la transformation de bâtiments, à la caractérisation de paysages, de tissus urbains et de bâtiments patrimoniaux. Madame Deschênes, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, moi aussi, je suis très contente d'être ici. Je vous remercie de l'invitation. Je n'ai pas de doctorat, hein? Vous allez voir que le discours n'est pas le même. Je suis contente d'être là parce que je veux amener, vraiment, c'est mon objectif, le côté très pratico-pratique. Il y a dans la salle Catherine Vallière qui travaille avec nous et puis tout ce que j'ai entendu, en fin de compte, on pourrait en parler longtemps. D'abord, d'entrée de jeu, je souligne... moi, je félicite le ministère de la Culture pour cette loi qu'on attendait depuis vraiment longtemps. Malheureusement, c'est vrai, il n'y a pas eu de politique du patrimoine et je pense que ça, c'est un manque au niveau du gouvernement. Peut-être qu'on pourrait demander que dans l'application de cette loi-là, il y ait une réflexion. Il n'est jamais trop tard pour faire des réflexions. Parce qu'en effet, ce que le rapport Arpin amenait était vraiment une vision. Et c'est un peu comme, on en parle du développement durable, mais souvent en patrimoine, on fait le parallèle. Notre société a beaucoup évolué au niveau de l'écologie depuis 10 ans. C'est vraiment incroyable ce qu'on fait, là. Tout le monde apporte ses sacs maintenant à l'épicerie. Alors pourquoi au niveau du patrimoine, on ne pourrait pas faire la même chose? Donc je pense que, en tout cas moi c'est ce que je souhaite, je souhaite vraiment que le patrimoine devienne un enjeu de société.
Alors, j'ai félicité le ministère. Je pense qu'il faut être très positif par rapport à ça. C'était le temps. Cette loi-là prend en considération le concept du patrimoine, qui est vraiment celui avec lequel on travaille tous les jours, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est pas juste des monuments historiques exceptionnels, mais c'est tout ce qui nous environne. Et je ne répéterai pas tout ce que mes collègues ont dit, mais c'est sûr que le patrimoine immatériel, il y a des spécialistes dans la salle, je le sais, c'est très important, les paysages aussi. Donc, je pense qu'on était dû pour ça. Évidemment, c'est un grand chantier à mettre en branle. Ce que j'ai retenu de la loi, connaissant aussi les gens qui l'ont écrit, alors je sais qu'il y avait une grande volonté parce que le gouvernement, depuis 40 ans et même plus, se rend bien compte que le patrimoine appartient aux citoyens. Et que c'est pas facile de gérer le patrimoine depuis des bureaux, là, comme ça, puis de gérer, là, de percer, de gérer la BTB, tout ça, c'est pas facile. Alors, le principe d'offrir aux municipalités des pouvoirs un peu plus grands, des outils pour mieux gérer leur patrimoine, je pense que c'est ce qui sous-tend le discours de la loi. Et ce qu'on m'avait appris, j'espère que je ne me trompe pas, c'était le principe de subsidiarité. Madame la Biologie. Ça? Bon, OK, je suis correcte. Alors ça, c'est important, c'est comme une question d'examen, mais l'important de ça, c'est de dire que les municipalités doivent se prendre en charge. Et nous, là, nos clients, là, ce sont des municipalités, des MRC. Et on en parlera à la question 2, c'est tout un défi. Le dernier point que je voulais dire par rapport à la question 1, c'était, parce que là je ne la répète pas, tout le monde la connaît, c'est sûr aussi que par rapport au développement durable, si on fait un parallèle, il va falloir que cette loi-là du patrimoine culturel soit partagée au sein du gouvernement. J'ai hâte que des ministres qui ne soient pas ceux de la culture parlent de patrimoine. C'est clair. Donc, la question 2, est-ce que les municipalités sont en mesure d'appliquer ça, en fin de compte, parce qu'ils n'ont quand même pas mal sur les épaules. Madame Lénette a parlé de notre entreprise Patriarche. Donc, nous, on a dans notre équipe des historiens d'architecture, des architectes. On est environ une quinzaine, 10 à 15 personnes, et notre défi, notre quotidien, c'est de remplir des mandats qui sont donnés souvent par le ministère de la Culture, qui fait des ententes avec les MRC ou les municipalités, et qui nous engage. Donc, ce qui arrive, excusez-moi, donc, ce qui arrive par rapport à tout ça, en tout cas, je suis quand même étonnée au niveau des salaires, mais c'est vrai que c'est pas facile, OK? Gagner sa vie là-dedans. Par contre, moi, je pense que c'est l'avenir, autant qu'il y a d'autres, je sais pas, moi, si vous parlez à des écologistes des années 70, peut-être qu'aujourd'hui, ils gagnent mieux leur vie, des archéologues. Je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que ce qu'on se rend compte, c'est justement, à part les grandes villes, et je répète un peu ce qui a été dit, mais c'est la vérité, Montréal, Québec, évidemment, il y a des spécialistes à l'intérieur de ces villes-là, mais quand on arrive sur 80% du territoire du Québec, il n'y a personne. Il y a des gens qui nous appellent, nous, là, puis c'est des gens qui s'occupent des loisirs. Hein. Puis là, ils nous appellent pour avoir des conseils au niveau du patrimoine. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, bien, on essaie de les aider à faire des devis pour engager des spécialistes. On est là, au Québec, là. Alors, je peux vous dire que la marche est grande, mais il y a de l'espoir, évidemment. Mais comment faire pour que ces municipalités-là aient plus d'aide? Moi, je pense qu'il va falloir que le ministère donne des conseils ou des cours à ces municipalités-là pour dire comment faire des inventaires, comment faire des caractérisations, je vais vous en parler dans la partie 3, comment engager des professionnels. Et c'est le combat vraiment de tous les jours. Je pense qu'on pourra en parler longuement. Je veux souligner que depuis 2006, je travaille avec Action Patrimoine, qui est anciennement le Conseil des monuments historiques du Québec, et on donne une formation. Parce que, je fais un petit aparté, mais c'est important, vous allez comprendre, c'est que le Conseil des monuments historiques s'est dit, ça ne sert à rien de toujours envoyer des lettres au ministre pour dire, hey, faites pas ci, faites pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus proactif? Et on a commencé ce travail-là dès 2001.
Et les premières formations ont été données en 2006. Et je pense que c'est la voie de l'avenir, que ce soit Action Patrimoine, ou le ministère, ou d'autres organismes, l'université à la limite, qui donnent des cours, un peu comme Rue Principale, tout ça, qui sont très actifs sur un milieu. Mais je pense que l'avenir passe par là, parce qu'il y a des municipalités qui sont vraiment dépourvues. Et on parlait aussi de comité du patrimoine et tout. Pour ceux qui connaissent aussi un petit peu le milieu, vous connaissez sûrement les CCU, donc les conseils, comités consultatifs d'urbanisme. Souvent aussi, c'est difficile d'avoir des gens d'expérience sur ces comités-là, et là, il arrive toutes sortes de petites noires, parce que c'est pas facile. Écoutez, demander à un garagiste, un agriculteur, commencer à évaluer là, une intégration de bâtiments dans un village ancien. Ils sont complètement dépourvus. Alors, c'est ça le chantier qui nous attend. Donc, ouais. Ça va. Donc, au niveau de la troisième question, bon, quels sont les processus que met en place cette loi? Écoutez, moi, je pense que ça, c'est fun parce que je trouve que le ministère nous donne des nouveaux outils, comme par exemple les plans de conservation. Ce sont des outils de vision. Le ministère lui d'abord a voulu se doter d'outils de vision pour ces arrondissements historiques qui ne s'appellent plus comme ça, là. Et ça, ben, on est engagé aussi, c'est tous des consultants externes qui aident le ministère à faire ce genre de travail. Et là, ça, c'est un outil pour développer des visions. Alors ça, c'est positif. Ce qui est super important, c'est au niveau des méthodes. Nous, on fait beaucoup d'inventaires, mais ça va être mon dernier point, mais et non le moindre. On aimerait faire plus de caractérisation. Les caractérisations urbaines, si on pourrait dire, ce qui est intéressant, c'est que ça prend de la pluridisciplinarité et on regarde le territoire de façon vraiment intégrée. Et je pense que l'avenir est vers là. Et pour peut-être reprendre les paroles de Laurier, en plus du département d'histoire, moi j'aimerais bien qu'il y ait des ponts, c'est que les départements d'architecture et de géographie, d'urbanisme, là, qui je sais sont plus à Montréal, en tout cas je les ai comme perdu de vue, mais le patrimoine, c'est ce qui nous entoure. Puis comment on veut que le patrimoine se développe, ben, c'est notre société, comment on veut se développer. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Deschênes. Vraiment, c'est passionnant ça et assez complémentaire, vous le voyez. Hein? Alors, on termine avec M. William Moss, qui est archéologue principal à la Ville de Québec depuis 1985. Il a auparavant travaillé à Parc Canada, au ministère de la Culture et des Communications, et ainsi qu'en Angleterre, à une autre époque, toujours à titre d'archéologue. Il est chargé de cours à l'Université Laval depuis 1997. Il demeure actif dans des sociétés savantes au Québec et à l'étranger. Il a plusieurs publications à son crédit, dont la coordination d'une revue thématique sur les recherches archéologiques qu'on a entreprise à Québec dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville. Il est régulièrement conférencier à Québec, au Québec et à l'étranger. Il a reçu plusieurs prix et mentions pour l'organisation de colloques scientifiques. Monsieur Moss, s'il vous plaît. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Comme vous avez vu, vous le savez peut-être déjà, la nouvelle loi est assez complexe. C'est une grande loi. Je ne suis pas sûr de tout maîtriser là-dedans moi-même. Un nouveau vocabulaire. Alors, je vais me limiter, pour ces raisons et pour d'autres, je vais me limiter à l'archéologie ce soir. D'autant plus que dans la loi, l'ancienne et les nouvelles, il y a des dispositions particulières et spécifiques à l'archéologie. Alors, je pense que c'est important que quelqu'un parle de cela. Faisons un peu d'histoire. J'ai entre mes mains ici un document qui s'appelle la loi du 27 septembre 1941 portant la réglementation des fouilles archéologiques. C'est une loi qui a été adoptée en France sous le régime Vichy. Le régime Vichy, qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs, a fait beaucoup de contributions intéressantes à la société française actuelle. Mais cette loi existe toujours largement dans la législation française et c'est l'essence de l'archéologie dans la loi sur les biens culturels. Donc, ce qui reconduit de la loi sur les biens culturels vers la loi sur les patrimoines culturels a sa naissance dans le régime Vichy en France. La législation française a évolué pour aller davantage vers le développement durable, point qui a été soulevé par Laurier. Particulièrement, le point de départ pour la situation européenne en général, c'est un document qui s'appelle la Déclaration de la Valette, qui est devenu un document officiel de l'Union européenne. Et j'identifie deux choses dans la Déclaration de la Valette qui sont d'importance pour l'archéologie et en rapport avec le développement durable. D'une part,
l'obligation de faire l'évaluation de l'impact d'un projet. D'autre part, deuxième point, les responsabilités d'un promoteur sont clairement définies. La loi sur les biens culturels et la loi sur le patrimoine culturel a évolué aussi, mais a pris une autre direction, tout en reconduisant les deux lois, les dispositions de 1941. Donc, la loi sur le patrimoine culturel va dans la direction d'un transfert de responsabilité au niveau municipal, l'élargissement de la notion du patrimoine en général, et particulièrement, et pour moi c'est le point le plus fort, l'élargissement de la notion du patrimoine archéologique, mais aussi une augmentation de la responsabilité de l'archéologue professionnel. Je vais faire une comparaison des deux lois. Ce qui est semblable de la loi sur les biens culturels et de la loi sur le patrimoine culturel, les registres et les inventaires sont retenus. Donc les outils de base sont toujours là. La notion d'un permis de recherche est reconduite aussi, qui est très important, et c'est le contrôle d'un projet par le biais d'un archéologue. Ensuite, les régimes d'ordonnance ont été reconduits, donc le régime d'ordonnance du ministère. Donc ça, c'est le pouvoir d'arrêter les travaux, le pouvoir d'intervenir dans le cadre d'un projet. Les modifications. Il y a l'extension des pouvoirs de protection du ministère de la Culture et des Communications, ce qui peut être classé et élargi. Les intérieurs, par exemple. Le patrimoine archéologique peut être classé, ou vous voyez, je ne connais pas le nouveau vocabulaire, mais peut être protégé en vertu de cette loi. Une autre modification, en ce qui concerne les découvertes fortuites, l'obligation de faire une déclaration est maintenue, mais maintenant, il faut faire une déclaration de toute découverte archéologique. Alors, c'est quand même une conséquence assez importante pour les archéologues qui sont sur le terrain, qui découvrent les vestiges et qui doivent maintenant aviser le ministère. Dans quel délai, on ne le sait pas encore, c'est quelque chose qui va se régler avec le travail, mais c'est quand même une modification assez considérable pour nous, les archéologues. Aussi, maintenant, il y a une double permission qui est requise. Lorsqu'on est à l'intérieur d'un site du patrimoine, ou des anciens arrondissements historiques, ou encore tout élément immobilier qui a un statut, ça prend maintenant l'intervention de l'autorisation d'intervenir, en plus d'un permis de recherche archéologique. Alors, avec l'ancienne loi, permis de recherche archéologique était considéré comme étant insuffisant pour faire une intervention. Donc, encore une fois, c'est une augmentation du travail de l'archéologue lui-même. Ce qui est nouveau dans les nouvelles lois, et ce sont des choses qui touchent surtout aux municipalités. Les municipalités peuvent protéger les biens mobiliers ou immobiliers en matière d'archéologie en leur accordant un statut de citation. La citation dans la loi sur les biens culturels ne s'appliquait pas aux municipalités, ne s'appliquait pas au patrimoine archéologique, devrais-je dire. Les municipalités, maintenant, en vertu de l'article 150 du nouvelle loi, qui est un article assez important, je vais vous le lire même tellement que je considère que c'est important. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, prévoir des cas et des conditions dans lesquels une personne qui doit obtenir un permis pour une autorisation de la municipalité est tenue, préalablement à la réalisation de son projet, de réaliser des fouilles et des relevés archéologiques dans une zone d'intérêt patrimonial identifiée au schéma d'aménagement et de développement en vigueur sur son territoire. Je vais revenir sur les limites d'application de ça en parlant du schéma d'aménagement tout à l'heure. Mais quand même, les municipalités peuvent exercer ce contrôle en matière d'archéologie, ce qui est tout à fait nouveau. Également, il y a un nouveau régime d'ordonnance qui peuvent être adoptés par les municipalités. C'est facultatif et loin d'être obligatoire. Donc, les villes peuvent avoir des pouvoirs semblables, analogues à ceux réservés au ministère, soit d'arrêter les travaux, d'obliger un promoteur de réaliser des fouilles à ses frais, mais dans une situation réactive, non pas dans une situation proactive, et aussi dans un contexte où l'autorisation du conseil municipal aurait été obtenue, ce qui implique les délais assez importants, et une volonté politique, une notion qui doit revenir dans mes propos, et je pense qu'on l'a vu dans les propos d'autres aussi. Il y a un règlement, parce que les archéologues sont soumis, les interventions archéologiques, mais qui contrôlent largement l'archéologue, puisqu'ils contrôlent d'autres choses, est en redéfinition maintenant aussi. Alors, je pourrais en parler, mais je pense que ce serait un peu trop détaillé pour l'ensemble des participants ce soir, mais le projet de règlement a des conséquences assez importantes pour les archéologues. Encore une fois, qui vont dans le sens d'augmenter le travail que doit accomplir l'archéologue
Donc, l'obligation de l'archéologue, pour l'archéologue, de négocier son espace de travail auprès d'un client, qui peut être une municipalité, qui peut être un promoteur immobilier, mais dont le client n'a aucune obligation légale, mais l'archéologue, lui, il peut en avoir. Donc, c'est une situation qui peut être un peu délicate pour l'individu. Les améliorations à la nouvelle loi. Et c'est vraiment majeur, je l'ai dit, mais je le répète, c'est que l'intérêt archéologique des biens patrimoniaux classés et des sites du patrimoine déclaré est beaucoup plus facile à reconnaître. L'archéologie est réellement, le patrimoine archéologique est réellement pris dans les girons du patrimoine. C'est beaucoup moins à part ce qui était le cas dans la loi sur le bien culturel. C'était très souvent oublié, tout simplement, parce que ce n'était pas compris et ce n'était pas bien intégré en termes de disposition, en termes de vision aussi. La citation faite par une municipalité peut s'appliquer au patrimoine archéologique. Nouveauté. Un plan de conservation, ça a été mentionné par Marie-Josée, je trouve que c'est un outil qui va être extrêmement intéressant et utile aussi. Le plan de conservation prend compte maintenant du patrimoine archéologique. C'est un grand pas en avant. Il y a également des recours et des sanctions plus sévères. Il n'y a personne qui a mentionné les sanctions jusqu'à présent, ça m'a surpris un peu. Mais c'est peut-être pas pour rien, parce qu'il y a eu rarement appel aux sanctions. En matière d'archéologie, par exemple, depuis l'adoption de la loi sur les biens culturels en 1962, je connais un seul cas où il y a eu une sanction en matière d'archéologie, et c'était à l'égard d'un archéologue et non pas à l'égard d'un promoteur de la municipalité. Donc les sanctions tombent dans le domaine de la volonté politique aussi. Oh, mon Dieu. Les difficultés de la nouvelle loi. Les responsabilités d'un promoteur ne sont pas décrites, ne sont pas prises en compte. Donc on rejoint un peu le développement durable. La propriété des collections archéologiques n'est pas adressée, ça reste dans le domaine du Code civil. Ça peut poser beaucoup de problèmes aussi. La nouvelle loi est une approche indirecte. Les municipalités peuvent faire ci, peuvent faire ça, mais est-ce que toutes les municipalités vont le faire? Qu'est-ce qui va arriver quand une municipalité décide de le faire, la voisine ne le fait pas? Ça crée un certain déséquilibre, pour ne pas dire une injustice, sur un même territoire qui pourrait être difficile à gérer. Avec les deux régimes d'ordonnance, il peut y avoir un chevauchement il y aura un chevauchement des responsabilités du ministère de la Culture et de la Communication et des municipalités. Comment ça va être géré? Qui va avoir préséance? Ça va être quel niveau qui interviendra dans un premier temps? Je pense que je vais sauter la deuxième question et j'irai tout de suite vers ma conclusion, parce qu'il va me rester quelques secondes à peine. Donc, je dirais que mon évaluation générale de la loi, c'est ce qui est vraiment majeur, je le répète, c'est une meilleure intégration de la protection du patrimoine archéologique au patrimoine général. Mais il y a quand même un chevauchement entre les rôles des municipalités et le rôle du MCC. Donc, il y a une confusion à éviter. Comment va se déjouer dans la réalité, je ne sais pas du tout, mais il va y avoir des cas où ça pourrait être critique, alors surveiller ça. Le ministère ne se prononce pas devant les enjeux majeurs. La propriété des collections archéologiques. Qu'est-ce qui va arriver des propriétés, des collections provenant d'une propriété privée dans une petite municipalité qui n'a pas l'expertise, qui n'a pas les équipements pour s'en occuper? Ça, c'est loin d'être réglé. La question de la responsabilité financière et autres des promoteurs n'est pas adressée. Selon moi, ça nous éloigne d'une approche de développement durable et pourrait poser des difficultés. La nouvelle loi, supposément, a été simplifiée, mais c'est plus long. Le vocabulaire est nouveau. Le vocabulaire peut être assez difficile à maîtriser. Moi, je ne le maîtrise pas encore. J'ai lu la loi, je ne sais pas combien de fois, pas mal, une dizaine, une quinzaine facilement, et je ne le maîtrise pas encore. Et il y a même une rupture avec certaines choses qui étaient bien ancrées. Un arrondissement historique, par exemple. Tout le monde savait ce que c'était maintenant. Les gens avec qui je travaille, les ingénieurs, des techniciens en génie civil, architectes urbanistes, tout le monde connaissait, les citoyens connaissaient. Maintenant, ça n'existe plus, c'est un site du patrimoine. Alors, il va y avoir un ajustement assez important. Puis je pourrais conclure sur un dernier point ici. Je dirais que la question centrale que j'identifie dans tout ça, et il y a eu des allusions à ça un peu, c'est comment ça va s'appliquer. Prise en charge, appropriation citoyenne, prise en charge par les municipalités, oui, mais dans quel horizon? Ça va prendre combien d'années? Est-ce que ça a été identifié? Est-ce que ça va être 5 ans avant que tout le monde soit à l'aise avec ça? 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Est-ce qu'il y a une situation des mesures intérimaires? Si on regarde ça, je voulais parler des autres lois aussi, dont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les schémas d'aménagement, qui devaient être, avec l'ancienne loi de 1979, je crois, les schémas d'aménagement devaient être révisés tous les 5 ans. Nous travaillons toujours avec les premiers schémas d'aménagement faits en 1980, alors que la nouvelle loi utilise amplement les SAD et autres, en tout cas. On me coupe. Merci. Oui, je vous coupe. Malheureusement, je vois le temps passer. Je veux quand même essayer de passer à l'échange avec les gens de la salle. Reprenons les questions l'une après l'autre. Est-ce que c'est un outil adéquat, cette nouvelle loi sur le patrimoine culturel? Vous voyez que de nos intervenants, la plupart soulignent plusieurs points très positifs. D'abord, oui, il y a une volonté politique. On élargit favorablement, on intègre mieux l'archéologie, on élargit le patrimoine immatériel, alors tout ça est très plausible. Cela dit, il y a plusieurs insuffisances et il y a pour M. Groux ce vice de forme, c'est-à-dire qu'on arrive à une loi qui prévoit des mesures mais qui n'insuffle pas forcément de vision globale, ce qu'aurait fait cette politique du patrimoine que le rapport Arpin préconisait il y a déjà, mon Dieu, 13 ans maintenant, 12 ans maintenant. Alors, selon vous, est-ce que la loi, malgré l'absence de cette politique, que deux d'entre vous auraient aimé voir adoptée au moins, est-ce qu'elle va quand même amener plus de cohérence dans le cadre juridique actuel? Vous soulignez les problèmes d'arrimage entre cette loi et d'autres lois, comme la loi sur l'urbanisme et l'aménagement. Vous dites aussi que, Mme Deschênes, que ce respect du patrimoine n'est pas partagé entre tous les ministères et tous les ministres. Alors, dans les faits, comment est-ce qu'on va, je reprends sur les dernières questions que vous avez posées, comment on va passer à une application conséquente et cohérente de cette loi pendant les prochaines années? Madame Laviolette, peut-être. On va reprendre, oui, on va se partager deux micros un micro pour deux personnes. Il y a beaucoup de constats, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de pistes, de réflexions. J'aurais envie de reprendre là où M. Moss s'est arrêté sur la question de l'appropriation de l'outil en tant que tel. Combien de temps ça peut prendre? Je vous dirais que la loi sur les biens culturels a existé pendant 40 ans et certainement qu'il y a plusieurs experts qui maîtrisaient le texte de loi très bien, mais il y en a quand même plusieurs qui ne le maîtrisaient pas toujours après 40 ans. C'est normal, c'est un outil législatif, c'est pas nécessairement un outil avec lequel tout chacun a à travailler dans le quotidien quand on est un professionnel en patrimoine. Maintenant, donc, ceci dit, c'est pas pour vous décourager, de dire, bon, ça va prendre un certain temps, ça c'est certain, combien d'années ça peut prendre avant qu'on s'approprie la nouvelle terminologie, ça peut être long. C'est sûr qu'il y avait une volonté de simplifier. On a réduit, par exemple, les catégories de patrimoine de 11 catégories à 4 catégories, donc les objets, les documents, les sites, et les immeubles pour ce qui concerne les biens patrimoniaux. Donc, quand on parle des biens patrimoniaux, on parle des biens qui sont dits matériels. Ça m'amène un petit peu à compléter ce que je n'avais pas pu faire tout à l'heure, puis qui pourrait aussi sur les mesures et rejoindre un peu les préoccupations qu'exprimait M. Turgeon. En fait, la loi sur le patrimoine culturel a retenu la notion de bien culturel, elle est toujours présente, c'est-à-dire qu'elle regroupe effectivement les catégories de biens qui sont matériels. On parle des immeubles, des objets, des documents et des sites. Donc les sites étant un terrain, ça peut être un vestige, tout ce qui est ancré dans le territoire. Alors on garde la catégorie de biens patrimoniaux et ces biens patrimoniaux-là, on peut leur attribuer des statuts qui sont différents des autres catégories de patrimoine, si on veut, qui sont les personnages, les événements, les lieux historiques, ainsi que les paysages culturels patrimoniaux et le patrimoine immatériel. Pourquoi est-ce qu'on a distingué ces deux catégories, si on veut, ces deux ensembles? En fait, s'il y a deux distinctions à faire entre les statuts de protection et de valorisation, c'est qu'on va protéger des biens immatériels, des biens physiques, qui ont des propriétaires qui, eux, ont des responsabilités et des obligations en vertu de la loi.
Y a-t-il un propriétaire d'un personnage historique, d'un événement historique? Ça appartient en quelque sorte à la mémoire collective. Donc, on ne peut pas identifier un propriétaire d'un événement historique auprès de qui il faudrait exiger des contrôles pour des autorisations. C'est pas la même dynamique entre un bien matériel qui a besoin d'une intervention et qu'on veut contrôler les interventions qui vont être faites pour qu'elles soient respectueuses des valeurs patrimoniales qui sont intrinsèques au bien. Alors, c'est la même chose pour le patrimoine immatériel. On a décidé, à la lumière des commentaires qu'on a eus, de ne pas imposer de contrôle aux détenteurs de savoir-faire, ceux qui sont porteurs des traditions. Donc, c'est deux vraiment dynamiques différentes. On voit la différence de dynamique, mais tout à l'heure, M. Turgeon disait il ne faut pas non plus arriver à un double standard où il y aurait pour les biens matériels connus, on le sait déjà, des ressources, des définitions claires, mais des moyens, au fond, de faire appliquer la loi, alors que pour l'immatériel, là, ce sera un peu l'enfant pauvre de cette nouvelle réalité. Bien sûr, les interventions à faire ne sont pas les mêmes. Restaurer un bâtiment, ça coûte de l'argent, il faut bien sûr acheter des matériaux, il faut engager des professionnels. C'est une autre façon de faire que celle qui vise la connaissance, la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur des éléments du patrimoine matériel, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a des fonds qui vont être accordés et qui sont accordés déjà depuis un certain nombre d'années aux éléments, parce que c'est pas parce que c'est dans la loi maintenant qu'on ne s'est jamais intéressé aux personnages, aux événements et aux lieux, qui nourrissent d'ailleurs notre répertoire du patrimoine culturel bien avant que la loi soit entrée en vigueur. Même chose pour les éléments du patrimoine immatériel. On soutient les organismes qui font vivre ces éléments du patrimoine, qui participent à leur meilleure connaissance. Donc, il y a toutes sortes de moyens, de mesures qui sont mises en place pour assurer... Ouais. Écoutez, je pense que vous entendez sur les avantages de cette nouvelle loi, l'élargissement, évidemment, les nouveaux pouvoirs de nos municipalités, les autochtones pour la première fois, mais dans les insuffisances, l'absence de cette vision de développement durable, ça vous semble quelque chose de quand même assez important? M. Turgeon, qui veut là-dessus reprendre ou réaffirmer ou donner des exemples? Je ne sais pas, qui veut enchaîner? Monsieur rapidement, en fait, j'ai l'impression que la balle est dans le camp du ministère. C'est un peu ça oui, que... c'est ça, mais là, je ne veux pas que Mme Laviolette se sente obligée d'expliquer et de défendre la loi, même si elle est une des auteurs, elle peut, certainement, mais... Enfin, une des analystes, oui. Simplement, la balle est dans le camp du ministère, et j'en ai pas parlé tantôt, parce qu'on a fait son temps, mais le répertoire, outil excellent. La loi ne régit pas le répertoire, mais le répertoire est un formidable outil de connaissance, par exemple sur le patrimoine. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au ministère de ce côté-là aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, on ne peut pas voir, mais je crois que moi on est d'accord là-dessus, la loi n'est qu'un des outils de promotion du patrimoine, d'identification et ainsi de suite. Cependant, je crois qu'on veut lui faire porter trop de choses. En réalité, la loi c'est d'abord une loi de limitation du droit de propriété. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été si difficile dans l'histoire de cette loi-là d'arriver à ça. Parce que c'est vissé dans notre ADN collectif, ça. On est propriétaire, on existe. Et c'est pas le gouvernement qui va nous dire quoi faire. Alors, donc, c'est à partir de ça qu'on a eu beaucoup de difficultés, d'abord à avoir une loi sur le patrimoine culturel, deuxièmement à faire inscrire, c'est dans les années 50 qu'on est arrivé à faire inscrire que le propriétaire ne pouvait pas refuser de se faire classer, là. Donc, tout ça, ça a été très long également. Alors, la loi, elle a ses limites, parce que la loi, elle a un objet très précis, je pense que vous avez très bien signalé ça, c'est le droit de propriété. C'est ça qui est visé par la loi. Pour l'immatériel, il n'y a pas de propriétaire. Comme disait Mme Laviolette, on est en terrain nouveau, là. Et c'est là que je ramène à la question de la notion de patrimoine. Est-ce qu'on ne parle pas des fois sans parler le même langage? C'est-à-dire qu'on ne parle pas on utilise le même mot, mais on ne veut pas dire la même chose. Il me semble que le patrimoine tel qu'il est défini par la loi, il est clair, il n'y a pas de doute, c'est un noyau dur, on ne peut pas revenir en arrière. Si c'est classé, c'est classé. Mais tout ce qu'on appelle, entre guillemets, patrimoine à l'extérieur de ça, là, on est dans un terrain beaucoup plus mouvant. Je dirais que c'est un peu comme dans un fruit, vous avez deux noyaux, ça, on se promène, il n'y a pas de problème. Puis il y a la pulpe autour. Il y a tout ce qui est plus ou moins patrimoine, plus ou moins compris comme tel. Il y a une discipline qui va appeler ceci patrimoine. En histoire, on va parler de mémoire.
Parce que c'est un peu la même notion, c'est ce qui nous vient du passé, mais on n'utilise pas dans le même sens. Mais comment est-ce qu'on va arriver alors à une vision intégrée et cohérente de tous les acteurs, les spécialistes, les professionnels comme vous, mais les simples citoyens, les gestionnaires de petites municipalités, vont arriver à s'entendre? Comment on va la créer, cette cohérence-là, autour d'un objectif sur lequel tout le monde s'entend, là? Oui? Parfait. C'est pas que j'étais trop proche. Madame Deschênes. Je ne sais pas si je vais être hors d'ordre, mais je crois que ce qui est intéressant de cette nouvelle loi, j'espère, c'est l'occasion rêvée de faire des débats de société sur le patrimoine. Comme je vous le dis, j'en reviens avec l'idée de la développement durable parce que je trouve que c'est le meilleur exemple. On a tellement évolué socialement, il reste encore des choses à faire, mais on a vu que le petit quotidien change, on recycle, tout ça. Est-ce qu'on peut faire des débats de société? Parce que, pour ceux qui étudient dans le patrimoine, vous savez que le patrimoine se définit d'abord par son appropriation. Il y en a que, tu sais, et moi je dis toujours quand on donne mes cours, le patrimoine, c'est le reflet d'une société. Pourquoi ici, là, on est ici, nous, là, parce qu'on traite tout sur l'histoire et le patrimoine, mais c'est pas tous les Québécois qui sont dans la salle, là. Donc, on vit dans une société où le patrimoine n'est pas une priorité. Puis si vous pensez que oui, bien tant mieux, là. Puis si vous pouvez me le dire, tant mieux, mais moi, je peux vous prouver à tous les jours que c'est pas une priorité. Alors, comment en faire une priorité? Comment transmettre le message, susciter des débats publics qui créeraient dans l'opinion publique, parmi les citoyens, un sentiment plus grand d'urgence dans certains cas, mais d'appartenance au moins? Bien, je pense que c'est par la sensibilisation, puis la formation, puis le fait qu'on en parle aux gens. Parce que quand on donne des cours, je donne des cours à des gens de CCU, au début du cours et à la fin de la journée, là, c'est pas pareil. Ils ont appris, ils ont découvert, ils ont pris conscience. Et c'est de ça, je pense qu'on a besoin au Québec, là, parce que des visions intégrées de patrimoine et tout, là, c'est comme le reste, hein, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on peut au moins en débattre, en parler? Et il va probablement, comme déjà il y a des petits moyens au niveau des paysages, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a des chaires en paysage qui étudient, il y a des groupes, il y a des experts, il y a des articles dans les revues, mais il y a des plans de développement de communautés métropolitaines à Québec, Montréal, qui prévoient la protection des paysages. Absolument, mais il faut aller chercher le citoyen, parce que c'est lui qui est acteur et transformateur de paysage. Monsieur Moss, là-dessus, allez-y. Je pense que la plupart des gens, ils sont très ouverts au patrimoine. Je rencontre rarement des gens qui disent que c'est le critère. La plupart des gens, ils écoutent à tout le moins poliment, même s'ils ont beaucoup d'intérêt. Et j'ai l'impression que c'est par des gestes concrets qui vont être posés qu'on va faire ça. Je pense que dans un premier temps, il n'y aurait pas beaucoup plus de désignation de classement. Ça ne changerait probablement pas parce qu'il semble avoir un rythme de croisière. J'ai l'impression que ce qui est critique maintenant, puis ça va traduire toutes ces paroles en gestes, ça va être avec la modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et les schémas d'aménagement et de développement. C'est ça qui va contrôler le patrimoine bâti à tout le monde. Le patrimoine immatériel, non, ça c'est différent. Mais pour ce qui est traditionnellement le patrimoine, ça va être par ce moyen-là. Est-ce que nous allons être en mesure, et je pense que c'est au ministère de la Culture d'assurer la coordination, d'insérer des préoccupations patrimoniales dans le nouveau schéma d'aménagement et de développement. Oui. Si on ne le fait pas, on va manquer de bateaux pour 30 ans de plus. Alors c'est ça l'enjeu majeur, comment faire ça? Alors, mais que la loi soit parfaite ou pas, on s'entend qu'elle ne l'est pas, elle est en gros, selon la plupart d'entre vous, adéquate, mais encore faut-il l'appliquer. Alors, parlons-en, M. Turgeon, c'est ça, là? Oui, je voulais peut-être juste revenir sur certaines des interventions précédentes. Je partage l'avis de mon collègue Patrice Clou, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas qu'on exige trop de cette loi, hein, parce que la loi, il ne faut pas la surdéterminer, il ne faut pas qu'elle devienne tyrannique non plus. Oui, c'est un outil qu'il faut savoir gérer, puis, hein, mais qui peut être un outil formidable de développement. Et je crois qu'une des conditions importantes, c'est que les citoyens se l'approprient et qu'ils ne confient pas la gestion de la loi simplement aux experts, ou aux fonctionnaires, ou aux municipalités. Je crois que c'est très important qu'il y ait une mobilisation.
Et je pense aussi qu'il faut, comme William Moss, moi les gens que je rencontre sont plutôt ouverts, ont content, veulent s'impliquer davantage dans le patrimoine. C'est quelque chose qui motive les gens. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution de cette notion au niveau international, c'est une notion qui a connu une très grande fortune, et surtout depuis les 10 dernières années, je dirais, et tout le monde répète, enfin les gens qui sont un peu dans ce domaine-là, n'arrêtent pas de dire, mais oui, mais là, est-ce qu'on est allé trop loin? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a une sorte d'inflation, le patrimoine. On avait Dominique Poulot qui est venu nous parler la semaine passée, qui est un spécialiste de l'histoire du patrimoine en France. Et il nous a sorti un tableau où il avait simplement mis sur un tableau l'évolution du nombre de thèses soutenues en France qui portent dans leur titre patrimoine. Puis là, on voit à partir des années 90 une montée en flèche incroyable. Et ça, je pense, c'est assez significatif de ce qui se passe partout. Je pense que si on faisait l'exercice ici, ça serait la même chose. Puis là, quand on comptabilise, par exemple, les conventions internationales de l'UNESCO sur le patrimoine, il y en avait une avant 2000, celle de 1972. Depuis 2000, il y en a 3, souveraineté, le patrimoine immatériel et la diversité des expressions culturelles. Alors, je pense que c'est une tendance très forte. Et bon, moi, comme beaucoup d'autres personnes, je l'explique par le fait que le patrimoine est devenu, un peu partout dans le monde, un élément très important d'identification des peuples. C'est devenu un élément pour les peuples de s'identifier, de construire leur identité finalement. C'est un moyen privilégié de construire des identités. Donc, l'ouverture est là. Le contexte général est favorable, mais entre les conventions internationales, la volonté politique des États, des gouvernements, des acteurs politiques, si on revient sur le terrain, alors parlons des municipalités, vous avez été le premier à dire ce qui me brûlait les lèvres depuis que je lisais ce dossier-là, les moyens financiers, le nerf de la guerre, il y a quand même une question d'argent. Vous dites, les municipalités ont-elles les moyens financiers et techniques et professionnels de faire ce travail-là, de prendre les responsabilités qu'on leur donne. Vous dites, Mme Laviolette, ce ne sont pas des obligations, on leur donne des pouvoirs, mais ce ne sera pas obligatoire. Mais dans les faits, il y aura une pression peut-être des citoyens pour que les municipalités interviennent davantage. Est-ce qu'elles auront les ressources financières pour le faire? Et elles auront beau embaucher les meilleurs consultants à Patriarche ou ailleurs, est-ce qu'elles auront l'argent pour les payer? Est-ce qu'elles auront l'argent pour embaucher tous les finissants de ces programmes intégrés qui seront polyvalents, que nous l'assurer, M. Turgeon, qui pourront gérer des cas autant d'archéologie que de muséologie, d'histoire de l'art? Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que ce n'est pas la première limite, le premier risque de voir cette loi ne pas être appliquée ou être appliquée d'une façon tellement déséquilibrée sur le territoire, comme le disait M. Moss, qu'il y aura de grandes disparités entre les villes, entre les territoires? En fait, c'est une question qui nous a beaucoup occupés en commission parlementaire. Là, cette préoccupation qui était soulevée à l'effet que les municipalités n'auraient pas les moyens pour exercer leur pouvoir et assumer ensuite les responsabilités qui sont associées à l'exercice de ces pouvoirs-là. C'est quelque chose qu'on a bien entendu et à laquelle on n'a pas toutes les réponses, mais par contre, on peut dire qu'on a quand même déjà mis en place certaines mesures d'aide financière qui visent justement une meilleure mise en œuvre de la loi pour notamment les municipalités et les MRC. On a lancé au ministère le 3 décembre dernier un appel de projet en patrimoine culturel. On pouvait accueillir des projets, les municipalités, les MRC étaient admissibles à cette aide financière et elles ont répondu à l'appel. Nous avons reçu 135 demandes, donc des projets. De quel type de municipalité? On a des municipalités, des MRC aussi, des petites municipalités. Hein? Je ne vous parle pas de la Ville de Québec et de la Ville de Montréal. Là. Souvent même, on a pu observer, avec l'expérience, puis un peu de recul, qu'il y a des très petites localités qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, qui ont agi vraiment en faveur de leur patrimoine culturel. Ce n'est pas toujours proportionnel aux moyens, aux grandes politiques qui sont mises en place. Il y a des petites localités qui sont très, très actives dans le domaine du patrimoine culturel et de qui on pourrait vraiment tirer des leçons intéressantes. Donc, on a des projets de toutes petites localités de partout au Québec, dans toutes les régions administratives du Québec, qui nous ont soumis des projets et on est en train de les analyser. Bien entendu, on ne pourra pas soutenir tous les projets et il y a des choses qui vont
s'ajuster au fil du temps. Notamment, bon, vous savez peut-être que le Fonds du patrimoine culturel a un 5e volet. Le 5e volet a été instauré justement pour donner plus de moyens, non seulement aux municipalités, mais aussi aux organismes en patrimoine pour qu'ils puissent aller de l'avant avec des études, avec de la diffusion du patrimoine culturel. La formation dont parlait Mme Deschaines tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas là un axe, bien sûr, des intervenants. Je pense qu'on a fait une demande. En effet, c'est sûr, c'est à l'étude. Et c'est en fait, la formation, c'est quelque chose que le ministère a financé. La première qui a été mise en place a été soutenue, bien entendu. C'est un organisme en patrimoine de portée nationale que le ministère soutient en fonctionnement depuis des années. Voilà. Madame Deschaines, là-dessus, sur la façon dont les municipalités vont pouvoir assumer leur nouveau pouvoir. C'est sûr que dans nos... ce qu'on voit, là, c'est vrai qu'il y a des petits, il y a des petits... Mais c'est des bijoux, puis c'est ce qui nous tient en vie, là, c'est sûr. Mais... Je vous le dis, malgré tout, il ne faut pas lâcher la formation parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment démunis. Mais je pense que l'important, c'est que ce volet-là soit amélioré, je veux dire, au niveau financier, qu'il y ait vraiment de l'argent pour aider les MRC, les municipalités. On a passé vite, mais les VV, après, les villages d'art du patrimoine, les agents culturels sur le terrain, ce sont des clés pour nous parce que eux, depuis qu'ils sont là, on a quelqu'un à parler. Tandis qu'avant, 98 environ, là, il y avait des fois des grands territoires qui n'avaient personne presque qui s'occupaient de culture, loisirs, tout ça, mais patrimoine. Donc ça c'est positif, mais je pense que l'argent c'est dans la guerre. Monsieur Turgeon. Oui, pour la formation, vous pouvez aussi leur dire d'envoyer leur gens à l'Université Laval, parce que nous avons des programmes, même des certificats, etc. On parle des acteurs, oui. Les acteurs, les inspecteurs, les autres. Mais ouais, peut-être qu'il y aurait moyen de penser au micro-programme, par exemple, aux universités d'été, ces choses-là. Hein. Je pense que ça pourrait être une formule intéressante. Mais j'étais vraiment très content de constater qu'il y avait eu autant de demandes, hein, parce que c'est vraiment, je pense, l'expression, je crois, de l'espoir que suscite la loi, etc., qui a vraiment à l'intérieur de la chose. Et là, justement, au niveau des moyens, est-ce que combien vont être financés? Comment est-ce que ça va fonctionner? Parce que les concours comme ça, c'est toujours bien, mais on peut aussi faire des succès. C'est ça. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est élu, mais le volet 5 du fonds compte une enveloppe de 1,23 million de dollars annuellement. Le volet 5, je ne vous parle pas de l'appel de projet. L'appel de projet fait partie de cette grande enveloppe. Et on ne parle pas de financement, de restauration du bâtiment dans ce 1,23 million. Ça, c'est couvert par d'autres volets du fonds. Donc, c'est une enveloppe dont dispose le ministère de la Culture pour soutenir vraiment les activités d'études, de diffusion, de mise en valeur et particulièrement pour les nouveaux champs que couvre cette loi sur le patrimoine culturel. Donc, je ne peux pas vous dire combien de projets sur les 135 vont être soutenus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un maximum de 50 000 $ par projet. Et donc, si on fait le calcul, on ne peut pas... mais il y a de bons projets. Et puis, c'est notre premier appel. Et il va y en avoir d'autres. Et on va soutenir. Mais en général, dans la sélection des projets, 2 personnes au moins regrettaient que le critère de développement durable ne soit pas un critère de sélection. Hein? À ce sujet-là, pour ce qui concerne le développement durable, le patrimoine culturel en lui-même, il est porteur de cette notion de développement durable. Donc, c'était inutile de l'écrire? C'est pas inutile puisqu'il se trouve énoncé dans l'article 1 de la loi. Il est énoncé dans l'article 1, comme je l'ai souligné d'entrée de jeu, c'est un article fondamental qui établit l'interprétation des 264 autres articles de la loi. Et cet énoncé de développement durable dans l'article 1, il fait écho en droit à la loi sur le développement durable, qui dans ses 16 principes définit le principe de protection du patrimoine culturel comme un de ses principes de développement durable. Donc, c'est intrinsèquement lié, je veux dire, et tout ce qui est fait en vertu de la loi, toute action qui est posée en vertu de la loi,
est posée dans une perspective de développement durable, étant donné que c'est une ligne directrice de l'article 11. Oui, en plus d'être dans l'intérêt public, bien sûr. Alors, est-ce que tout ça vous rassure un peu, M. Gros? Qui était le plus critique au début, le plus sceptique, je dirais? Je suis né sceptique. Dans une protestation, en fait, contre la vie. Là, sidérer une chose, c'est qu'on parle des subventions, d'importance des subventions. J'ai ici les chiffres de l'optique culturelle, des dépenses culturelles des municipalités en 2010. Je constate quand même que ce sont des municipalités qui portent tout de même 83% du poids des dépenses culturelles. Évidemment, toutes dépenses qu'on a confondues, bibliothèque, patrimoine, et ainsi de suite. Les subventions ne représentent que 6% de ce que les municipalités dépensent en culture. Donc, c'est tant mieux s'il y en aura plus, mais il faut voir que la proportion est quand même très largement sur le dos des municipalités. Il y a aussi un peu d'argent qui vient d'autres sources, de vente de biens et services, tarification. Je dis cela parce qu'au fond, les municipalités, ce qu'on remarque, c'est qu'elles assument déjà énormément de responsabilités. Elles les assument vraiment et elles en prennent vraiment soin. Alors, tout ce qui peut venir en plus sera tant mieux, mais il y a un coup de chapeau à leur lever de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment elles qui font le gros de l'État. Voilà. Monsieur Moss, qu'est-ce qui les aiderait, les municipalités, à ce moment-ci? Est-ce qu'au niveau de la réglementation, par exemple, on pourrait les aider à utiliser la loi à leur amélioration? Oui, tout à fait. Mais, si l'on veut que les municipalités jouent un rôle vraiment important dans le cas de la nouvelle loi, il faut que ce soit par la mise en œuvre des clauses qui rejoignent les lois sur l'aménagement et l'urbanisme, le schéma d'aménagement. Alors, ça repose sur une bonne connaissance du territoire, puis une prise de position politique aussi. Qu'est-ce qu'on veut reconnaître, qu'est-ce qu'on veut identifier et gérer sur ce territoire-là. Donc, les municipalités vont être les acteurs, forcément. Elles le sont déjà de toute façon. Mais elles peuvent être beaucoup plus dans l'avenir. Cela dit, vous le disiez aussi, on leur donne quand même des outils intéressants avec les plans de conservation, la possibilité d'imposer des sanctions plus sévères. Ça relèverait à des propriétaires négligents, ça relèverait des municipalités ou du ministère à ce moment-là? Les deux. Les deux? Oui, ça peut être les deux. Mais qui, dans les faits? C'est ça, le chevauchement dont vous parlez, là, qui va trancher. Merci. Alors écoutez, on va passer, si vous le voulez, aux questions que vous avez, futurs ou actuels, diplômés, docteurs ou non. Écoutez, comme on enregistre, on va vous apporter le micro. Alors, vous allez se déplacer vers vous. Je vous demande de vous lever, de vous identifier. Vous êtes la première. Et voilà. Alors, on vient de vous dire que vous devrez, dans l'avenir, être très polyvalent, puisque tout ça devrait se faire d'une façon pluridisciplinaire, intégrée. Vous devrez posséder plusieurs cordes à votre arc. Oui, bien, de toute façon, dès qu'on travaille dans ce domaine-là, on n'a pas le choix de le devenir dès le départ. Mais justement, Marie-Ève Ouellette, excusez-moi. Je voulais juste vous faire la remarque, peut-être, c'est moins une question qu'une remarque, je crois. C'est que je crois que le problème, c'est que dans le quotidien, ça rejoint un peu ce que Mme Deschênes disait, tous ces beaux principes-là se butent un problème majeur qui est la structure de financement par projet, qui, selon moi, je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, mais vient vraiment poser un problème à la pérennité de l'expertise. On est tous des gens dans la salle ici qui se développons une expertise. Puis pendant les premières années d'une carrière, bon, gagner 12 000 par année, c'est romantique et tout, c'est super. Mais plus ça va, plus bon. Alors on se rend compte que vraiment la structure fait que dans les municipalités, il y a justement des gens qui ont comme boulot de générer des projets, mais quand on est dans la gang des aspirants experts... Des consultés. Exactement, des consultés, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur la structure de financement qui est vraiment par projet versus la pérennité peut-être du financement que demanderait l'action en tant que monde? Parce qu'il y a un lien direct avec le développement des compétences, avec la rétention des personnels qualifiés, tout ça. Il y a comme un enjeu de main-d'œuvre aussi, hein, et de professionnalisme. Alors, qui veut se prononcer là-dessus? Monsieur Turgeon. Oui, oui, je comprends le problème, hein, mais je crois que moi, je vois pas trop. Je vois pas trop de changement, je vois pas trop comment cela va changer. J'ai pas beaucoup d'espoir, disons, de changement dans les prochaines années, surtout qu'on est dans une période de compression budgétaire.
de coupure de poste, etc. Alors, ça coûte beaucoup moins cher de gérer par projet, hein, parce qu'il y a plus de contrôle, on contrôle le budget d'abord, parce que là on peut décider, bon, cette année on a moins d'argent, donc on va financer moins de projets, alors que quand on embauche quelqu'un, surtout je pense à une petite municipalité, ben là la personne devient permanente et puis il faut ouais, avantages sociaux, etc. Alors c'est un petit peu la problématique, je dirais, des municipalités. Je n'ai pas vraiment de solution, hein, je comprends, c'est comme une espèce de dilemme, mais je pense pas que ça va changer au cours des prochaines années, en tout cas, ça c'est malheureusement, mais je sais que le gros problème, c'est d'assurer la pérennité de l'expertise, hein, oui, pour avoir un peu, j'ajouterais que ma formation d'architecte, en architecture, c'est comme ça, puis dans d'autres programmes aussi, là, on travaille par projet. Le problème qu'il y a dans le patrimoine, c'est le salaire. C'est les tarifs. C'est que, vous savez, l'Ordre des architectes, par exemple, établit un tarif de l'ordre, et ça fait plusieurs années, et même si on se bat entre nous là, pour essayer de demander les tarifs, il y en a qui demandent le double, la moitié, tout ça, au moins il y a un tarif, vous savez. Tandis que dans le monde du patrimoine, on se rend compte qu'il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif. Il y a des statistiques qui existent, il y a des bienséances. On se dit, bon, on ne peut pas payer, ça sera en temps et temps, il faut être correct. Et on se rend compte, comme professionnel, quand on dépose des offres, que nous, on essaie de couvrir nos frais, là, hein, puis on ne se promène pas en Jaguar, là. Puis il y en a qui rentrent, qui coupent sur un projet de 60 000, peut-être de 20 000. Alors là, on fait quoi avec ça? C'est vraiment la loi du marché, là. C'est la loi du marché, mais l'employeur ou l'acheteur qui gros bout du bâton. Et on l'a déjà vécu dans d'autres professions, la loi du marché a été contrôlée par des ordres professionnels, par des tarifs et des choses comme ça. Et peut-être que ce serait pas une option, mais quelque chose à regarder au niveau histoire, patrimoine, tout ça. D'arriver à créer un ou des ordres professionnels, des spécialistes en c'est pas de faire un désordre professionnel. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une association, des réseaux constitués. Monsieur Masse, là-dessus? Comment protéger ces métiers-là? Je ne vois pas la situation changer non plus, mais la question des ordres professionnels, c'est une question qui a été longtemps regardée, débattue dans la communauté archéologique. Puis la réponse que l'on a de l'Office des professions, je crois, donc, les ordres professionnels sont là pour protéger le public et non pas pour protéger les... En théorie, en tout cas. Les personnes, en théorie. Donc, d'accorder un statut d'ordre professionnel, il faut que ça soit justifié, défendu sur la protection du public. Donc, c'est une voie qui est plus ou moins ouverte au patrimoine. Je pense que là où ça devient vraiment important, c'est de s'assurer, puis c'est un enjeu de, je ne sais pas qui peut le contrôler, mais que les mandats soient réellement bien définis. Que les processus d'évaluation lors de la sélection des consultants soit bien défini aussi pour que ça ne soit pas tout simplement le plus bas soumissionnaire. Ça, c'est quelque chose qui tue là, quand c'est juste le plus bas soumissionnaire. Donc, il n'y a pas de collusion entre consultants, comme ça serait étonnant, hein? On n'est pas dans le monde de la construction, là. Je ne le crois pas. Donc, je pense que c'est là où on peut jouer, c'est vraiment la définition des mandats puis le processus de sélection. À part ça, je ne vois pas la situation changer. Oui, il y a juste un budget aussi. C'est que quand les gens à l'intérieur des municipalités, les MRC, budgètent les projets, il faut qu'il y ait une connaissance de ce que ça coûte. Ça aussi, c'est le problème. Mais je pense que l'adresser la situation permet peut-être d'en parler, et peut-être avec le ministère et dans les formations, tout ça, de dire qu'est-ce que ça vaut, l'historien, tout ça. Puis c'est important. Puis c'est un travail, on travaille ensemble, puis c'est un travail de fond, c'est un travail de recherche, c'est un travail de science qu'on fait. Alors, ça se fait. Oui. Monsieur Cou, oui. C'est peut-être un endroit, ça c'est peut-être un lieu où on pourrait faire une pression sur le ministère, par exemple. Parce que, après tout, le statut de l'artiste, lui, a été réglementé. En tout cas, réglementé. Il y a des balises là, qui ont été posées. Peut-être que dans le domaine patrimonial, on pourrait aussi demander un minimum de tarifs, et ainsi de suite. On accorde des subventions assorties avec ça, quand même, payer raisonnablement. D'établir une fourchette de revenus, et ainsi de suite. Ça ne serait pas impossible. Mais c'est vrai que c'est la loi du marché, mais il y a aussi des lois internes là, qui... il y a une loi du marché aussi qui joue, c'est le syndicalisme, par exemple. Les fonctionnaires, là, il y a un certain nombre qui aussi ont des tarifs, finalement. Alors, ça fait donc plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Je pense que le ministère pourrait éventuellement aller plus loin.
Parce que c'est une question de qualité aussi du travail, j'imagine. À un moment donné, ça devient un enjeu de qualité. Parce que dans les guides, j'ai compris que vous fournissez aux municipalités des guides, comme des modes d'emploi, justement, En fait, c'est pour l'application de la pour l'application de la loi. Mais est-ce que ce guide-là ne pourrait pas inclure une sorte de grille tarifaire de suggestion selon le type de travail, ou une sorte de, c'est ça, de grille d'analyse pour aller plus loin? Il faudrait que j'y réfléchisse, mais je ne suis pas convaincue que c'est le rôle du ministère d'établir des honoraires professionnels pour les spécialistes en patrimoine. Quand le ministère engage lui-même, fait faire des études, je veux dire, il demande des honoraires du professionnel, si le professionnel a des honoraires très bas, ou si, bon, je veux dire, c'est pas nécessairement au ministère, je pense, d'établir cela. Entre professionnels du patrimoine, il pourrait probablement y avoir un bout de chemin à faire sur ce plan-là, parce que là, on le voit dans les projets qui nous ont été soumis. On nous demande des frais de main-d'œuvre avec avantages sociaux. Puis parfois, on voit de grandes disparités. Il y a de grandes disparités dans l'évaluation que les organismes ou les municipalités font du coût de la main-d'œuvre. Donc, je me vois mal appeler la municipalité, vous n'avez pas demandé assez, ça n'a comme pas de bon sens de penser que vous allez pouvoir payer, disons, un historien à ce prix-là, mais des fois, on le fait. Des fois, on le fait, on se dit, bon, ben, les prévisions budgétaires ne sont pas réalistes ou elles sont exagérées. Donc, nous, on fait cette analyse-là, mais de là à établir pour les professionnels une sorte de barème. Dans le guide aux municipalités, par exemple, pour ce qui concerne les éléments du patrimoine immatériel, on dit, bon, ben, vers qui se tourner pour faire bon, c'est sûr qu'on encourage, c'est écrit là, on encourage les municipalités à faire appel à des spécialistes en patrimoine, à faire appel à des gens qui sont diplômés, qui sont formés en ethnologie ou autre pour ce qui concerne le patrimoine immatériel, dans d'autres domaines aussi. Donc, on fait cet encouragement-là, mais on ne peut pas vraiment donner de balises pour la tarification des honoraires professionnels. Madame Deschênes? Je voudrais juste ajouter qu'au niveau de l'architecture, le ministère, quand on fait des projets de restauration de bâtiments, il analyse assez en détail nos budgets. Alors, si ils font pour l'architecture, parce qu'ils ont des architectes à l'interne, non pas beaucoup, mais ils en ont, peut-être que ça serait une voie pour baliser un peu ce que les municipalités demandent pour le patrimoine, parce que là, on est en expansion. Là. Il va y avoir des gens qui vont faire des analyses de paysages, des caractérisations de personnalité. On est à un point tournant, puis je pense que c'est une bonne réflexion. Pour éviter les dérapages, les disparités. Puis consolider notre société, puis la spécialité qu'on peut offrir à la société. Donc, le ministère pourrait être plus proactif un petit peu sur cet enjeu-là. On va poursuivre. D'autres questions ou d'autres commentaires, s'il vous plaît, parmi vous? Voilà. Professionnel, futur professionnel du patrimoine, allez-y. Oui, il y a une question là-bas, monsieur. Merci. Réginald Auger du département d'histoire du GSMA. C'est pas une question, en fait, c'est un commentaire. Puis le commentaire, c'est surtout ce que j'ai entendu de Mme Deschênes, parce que ce qu'on a entendu de Mme Ouellette et Karine Laviolette, pardon, et Thérèse Gros, c'était des versions un peu différentes, c'est-à-dire que, notamment lorsqu'on parle que les municipalités ont beaucoup plus de pouvoir et pas nécessairement plus de responsabilité, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais le point principal que je veux faire, c'est pas une question, c'est, moi j'ai l'impression qu'avec toute cette nouvelle loi, que même William Moss ne comprend pas, d'après ce qu'on a entendu, c'est pas faux de l'avoir lu. Après l'avoir lu 15 fois, ce que je pense, c'est que tout simplement, il y a vraiment un grand besoin, si on veut que cette loi soit vraiment acquise par tout le monde, il y a vraiment un besoin de formation très important auprès des municipalités. Parce que dans les municipalités, dans les MRC notamment, lorsqu'on parle de culture, ben, demandez pas c'est quoi, c'est n'importe quoi, ça va être la réponse. Et je pense que c'est là qui est la clé, je dirais, pour mettre en action cette loi, c'est d'avoir une vraie formation, un programme qu'on a déjà réfléchi, un programme de 30 crédits de formation. Voilà, c'est tout ce que
C'est quoi? Donc, passer pour rejoindre directement les élus par les MRC ou les conférences régionales des élus ou même les grandes associations comme l'UMQ ou enfin de prendre toutes les voies possibles. C'est ça, Mme Laviolette? Je voudrais juste dire un mot à cet effet. En fait, on a des professionnels en patrimoine dans chacune des directions régionales du ministère. Et ce sont ces professionnels-là qui ont la responsabilité d'être en relation avec les clientèles sur leur territoire. Donc, plusieurs agents en région ont déjà fait des présentations de la loi à des élus, à des employés, des MRC, des municipalités. Donc, on a produit un guide de formation pour les professionnels du ministère pour qu'ils puissent être en mesure de former aussi les gens dans leur localité ou dans les municipalités sur leur territoire, donc d'une part. On est en train de travailler sur une formation en ligne. Donc, une formation en ligne, c'est nécessairement quelque chose de fort vulgarisé qui va prendre peut-être 1 heure pour faire tous les exercices, des quiz, pour vraiment... vulgariser l'information. Vulgariser l'information, rendre ça accessible, ça s'adresse aux citoyens, donc monsieur, madame, tout le monde, c'était notre clientèle cible. C'est pas évident pour expliquer, présenter une loi de 265 articles, mais c'est ce qu'on est en train de produire. Donc ça va être un outil qui va, au moins pour les personnes qui sont dans les municipalités, les gens, ils vont pouvoir... bon, c'est sûr que ça ne répond pas à tous les besoins, mais il y a une volonté de former et d'informer vraiment les gens sur le territoire. Donc, le ministère a déjà ces 2 initiatives. Vous dites que des programmes de formation ici à l'université. Bien sûr, il y en a d'autres, il y en a, vous en donnez. D'autres questions? Parce que je pense qu'on s'entend sur la nécessité de former tout le monde sur le terrain, former mieux aux nouvelles responsabilités, aux nouveaux pouvoirs, à la nouvelle dimension de la loi. Questions, commentaires? Oui, M. Lizy, micro. Michel Bonnet. Moi, je voudrais peut-être revenir sur le contenu de la loi. Je pense que c'est une loi qui est intéressante dans la mesure où elle ouvre beaucoup de fenêtres, et des fenêtres nouvelles, notamment sur le patrimoine matériel et sur le paysage, que la loi sur les biens culturels ne traitait pas. Mais en même temps, peut-être qu'elle est un peu décevante parce que sous ces aspects-là, elle est un peu juvénile. Elle est très senior sur la question du patrimoine culturel matériel, parce que ça, on connaît ça, ça fait 50 ans qu'on s'occupe de ça, restaurer le patrimoine, il n'y a aucun problème. Mais comment on traite le patrimoine matériel, alors ça, c'est tout un domaine nouveau. Et en réalité, là, quand on revient à la notion de propriété, ce que Patrice Groulx disait au début, le patrimoine matériel, c'est une question aisée parce que c'est quelque chose qu'on conçoit bien, puisqu'on est tous des propriétaires du patrimoine matériel. Et donc, la conservation, là, ben, c'est facile, on sait ce que c'est. On le fait ou on ne le fait pas, là, on le fait bien ou on le fait mal, mais on sait ce que c'est. Restaurer sa maison, conserver ses archives, on sait ce que ça veut dire. Alors que le patrimoine immatériel, ce n'est pas un bien privé, c'est un bien collectif. Ça appartient à tout le monde. Et ça appartient à tout le monde. Alors donc, les modes de gestion du patrimoine culturel matériel sont à l'opposé des modes de gestion du patrimoine immatériel. Bien que dans nos concepts, c'est extrêmement complémentaire, on peut difficilement imaginer un patrimoine matériel qui n'est pas animé par un patrimoine immatériel. Dans la gestion, c'est 2 choses opposées. Et je pense qu'autant les municipalités, qu'elles soient grandes ou petites, sont outillées assez pour s'occuper de leur patrimoine matériel, hein, les maisons, les propriétés, les terrains, les enseignes, etc. C'est une question de volonté politique, essentiellement. Autant elles ne le sont pas pour s'occuper du patrimoine immatériel, parce qu'elles ne savent même pas comment le reconnaître. Et ça, je pense que le ministère, là-dessus, il a ouvert une fenêtre, là, mais quand on regarde par la fenêtre, c'est un gros coup de soleil qui arrive, on ne voit rien. Alors, il y a beaucoup de travail pour les étudiants de l'Université Laval ici, là, pour éclairer, je ne sais plus, là, mais en tout cas, enlever cette lumière-là pour que la définition devienne plus évidente. Et surtout, avec un vocabulaire et des images plus facilement transmissibles aux acteurs auxquels
Marie-Josée faisait face. Mais est-ce que c'est pas un défi passionnant en même temps? Parce que M. Groux, j'avais noté tout à l'heure en vous écoutant que vous étiez critique évidemment de l'absence de politique culturelle en disant une vision c'est plus qu'un inventaire, mais dans tout l'ajout du patrimoine immatériel, justement, on aura besoin là de définir des critères qualitatifs. Et c'est là où la définition des valeurs portant ce patrimoine-là, il faudra les nommer, les interpréter, et ça relèvera de tous les gens qui s'en viennent sur le terrain comme ça. Mais alors, ça peut être énorme comme défi, mais en même temps, il y a quelque chose de stimulant dans cette idée qu'il y a un nouveau corpus à définir, non? De nouvelles pratiques à définir aussi, non? Non, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas négatif, là? Est-ce que je peux Oui, allez-y, rapidement, brièvement, parce qu'on va terminer bientôt. La notion de patrimoine immatériel est peut-être juvénile dans la loi, mais on a ici quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 30 ans pour le patrimoine ethnologique au ministère de la Culture. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à cette question-là et qu'on prépare cette introduction de la notion de patrimoine immatériel dans la loi. Donc, la définition même qui a été proposée et qui est maintenant inscrite dans le texte de loi, elle s'inspire aussi d'expériences à l'international. C'est sûr que c'est récent, l'adoption de la Convention de 2003 puis son entrée en vigueur en 2006, mais on a quand même suivi de près ces travaux-là pendant de nombreuses années, les travaux qui ont aussi mené à l'adoption de cette convention. Donc, pour nous, et je tiens à dire qu'il y a quand même, on a une direction d'expertise au ministère, on a beaucoup, même des gens, des collègues ici dans la salle qui sont diplômés de l'université, qui ont fait des études avancées pour pouvoir réfléchir aux critères dont vous parliez. On ne part pas de zéro, là. On a énoncé des critères, ils sont diffusés en ligne, on a travaillé au-delà du texte de loi. Où est-ce qu'on s'en va avec cette désignation, cette possibilité de désigner du patrimoine immatériel, cette possibilité de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques qui ne sont pas définis dans la loi? On a établi des critères, on a pensé à des orientations, elles sont disponibles. Voilà. Oui. Elles sont toutes jeunes. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Je remercie Michel Bonnette. Là, je pense que je ne pourrais pas être plus d'accord avec lui. Mais c'est vrai que c'est un beau défi. Comme le disait Karine, on a de l'expertise grâce à des travaux pionniers de Bernard Genet, Jean Simard, enfin il y en a d'autres aussi, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un défi important parce que on parle de droit privé pour ce qui est du matériel, du droit collectif pour l'immatériel, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a la question du droit d'auteur qui est invoqué souvent par les porteurs de tradition qui disent ben non, c'est moi l'unique personne qui connaît ça, surtout dans le domaine de la médecine traditionnelle par exemple. Chez les autochtones, c'est une question très sensible. Donc, je pense que, en dépit du fait qu'on est en train d'acquérir de l'expertise sur la question, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, et beaucoup de travail, beaucoup des protocoles à établir, parce que dans le domaine du bâti, il y a la Convention sur le patrimoine du Comité du patrimoine mondial qui existe depuis 40 ans. Donc, on a eu le temps de développer des protocoles, des façons de faire, des bonnes pratiques, etc. Alors que dans le matériel, c'est encore moins... Même chose dans les paysages. Oui. Écoutez, dans tous les cas, vous parlez de processus dynamique là, que la loi devrait favoriser, d'appropriation par les citoyens. Est-ce qu'il ne faudra pas avoir dans ce débat-là un questionnement sur les valeurs, aussi au-delà des disciplines et des différents secteurs de tout le secteur du patrimoine? Alors, on peut espérer que la discussion se fasse plus largement, déborde du champ spécialiste. Je suis tout à fait d'accord qu'on a une avance. En plus, on pourrait parler des archives de Beauport, etc. Et je pense que le Québec pourrait faire une contribution au niveau international dans ce domaine-là. Franchement, je pense qu'il y a des possibilités d'exporter notre expertise en quelque sorte. Voilà, et de l'importer, j'ai envie de dire, partout au niveau du terrain, des terrains qu'on occupe. Alors écoutez, on va conclure ici. Merci infiniment, vraiment. Je pense qu'on a eu des exposés vraiment très généreux. Vous aviez très bien fait vos devoirs, tous les 5. Merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous.